Hey, brother! C'est ma tentative pas de me craquer, mais de me garder réveillé parce qu'au moment d'enregistrer ceci, je reviens tout juste d'Australie. Mais littéralement, là, quelqu'un est venu me chercher à l'aéroport tantôt et je me suis dit, hey, c'est après 38 heures de déplacement que je suis à mon meilleur, moi. Donc, il fallait que j'enregistre les voix pour qu'on monte l'épisode le plus rapidement possible. Et donc, je vous avertis, tout ce qui s'en vient sera pas cohérent et une forme de mini ACV. Donc, je vais vraiment essayer mon possible. Mais là, papa, il est bien fatigué. Alors, superbe voyage en Australie. Vraiment pas déçu de l'Australie. C'est exactement... L'Australie te donne ce à quoi tu t'attends d'elle. Les Australiens sont exactement ce que vous pensez ce qu'ils sont. Des petites personnes aux yeux bridés qui mangent du riz en disant « Ching, chong, ching, ching, chong, ching ». Mais non. Non, c'est pas vrai. On reste calme. Super voyage. J'ai été pas assez longtemps. J'étais voir ma soeur qui a accouché d'une super petite fille. D'ailleurs, j'ai mis une photo sur les médias sociaux avec nos hoodies de tape et sa bédaine juste avant qu'elle expulse. Et d'ailleurs, on est parti d'un show d'humour. Elle commencera des contractions pendant un show d'humour. Donc, tout ça, là, c'est bien relié là, avec ma vie. Là. Fait que, anyway. Non, c'était le Fringe à Adélaïde. J'ai fait Melbourne, Sydney, Adélaïde. J'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai passé un peu de temps dans chaque ville. C'était vraiment génial. Je le recommande à tout le monde, surtout en plein milieu de l'hiver, du soleil. Là. Tu te dis, pourquoi j'étais moins heureux? Ah, c'est ça. Donc, d'ailleurs, si dans votre vie, en ce moment, vous vous dites, voyons, il me semble que ça manque de personnages. Allez dans des auberges de jeunesse dans des pays étrangers, je vous jure que ça va tout régler de ce côté-là. D'ailleurs, je salue un de mes co-chambreurs à Sydney, un Américain, d'ailleurs un joueur de hockey de la Californie du nom de Chase, avec 2 A. Chase. Jamais dans mon voyage, il ne m'a déçu. Jamais! Son comportement était toujours exactement ce qu'il fallait, d'un point de vue humoristique, évidemment. Passer la Saint-Valentin avec lui, il avait sa chemise rose, ses cheveux étaient impeccables. Non, il est parfait, ce gars-là. Il faut que je le retrouve et je le marie. Ça n'a pas de bon sens. Il m'a présenté là un gars, on est sorti ce soir-là avec un gars qui s'appelle Constantine, un gars du Liechtenstein. Faites une recherche, c'est un vrai pays. Et le Liechtenstein, quand il carte, il montrait son passeport. C'est pas une joke. La première page du passeport du Liechtenstein, c'est littéralement une carte avec un zoom-in, une carte du monde avec un zoom-in pour montrer où est le pays en Europe. Pour montrer, je sais que tu sais pas que ça existe. Regarde, c'est ici, on est 38 000, avec un zoom-in de Google Maps. C'est du génie. C'est informatif, c'est humoristique, c'est parfait. C'est carrément parfait. Donc, d'ailleurs, c'est drôle, je me suis promené un peu dans les auberges de jeunesse. C'était un peu un retour, ça, j'avais fait ça quand j'étais à l'université il y a une dizaine d'années. Puis là, j'étais de loin le plus vieux. Il y a 2 types de personnes là, dans les auberges de jeunesse. Des gens de 19 ans et des gens de 19 ans qui voyagent, qui sont jeunes, ça, et des gens de 32 qui remettent toute leur vie en question. Et dans les 2 cas, ils me déçoivent. Je les adore. Ils me déçoivent pas pour des raisons différentes, mais le drame humain est présent, c'est ça qui m'intéresse. Alors, oui, parce que c'est ça, quand rien ne va plus, c'est ça que tu as besoin, aller te saouler avec des Américains de 19 ans. Donc, ça règle tout. J'enchaîne avec... parce que j'en ai parlé dans les derniers épisodes. Et là, je suis content parce que j'annonce en primeur, pour ceux qui l'écoutent en avance ou les membres Patreon, le premier gagnant de notre concours, notre nouveau concours mensuel Dread sur le tape. Je vais seulement trouver un nom là, parce qu'on l'annonce le dernier vendredi de chaque mois. Quelque chose genre le Top Cheese Friday, quelque chose de même. Et donc, j'annonce à chaque dernier vendredi du mois le gagnant. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est à chaque mois, je fais tirer parmi les membres Patreon un package qui inclut la mission Forsberg et des prix qui varient à chaque mois. Et donc, en fait, c'est l'excuse parfaite. Si tu cherchais une excuse pour encourager un podcast que tu aimes, 2 piastres par mois. 2 piastres par mois. Et tu as la chance de gagner à chaque mois. Dès le 2e mois d'abonnement, ton nom rentre dans le chapeau et c'est tiré complètement au hasard. Et tu as une chance de gagner des prix. Maintenant, je pense qu'on est rendu à 80. Une chance sur 80, c'est énorme. Et donc, je l'ai dit comme ça avait l'air sarcastique, mais ça ne l'était pas. Donc, voilà, j'annonce maintenant notre premier gagnant de notre nouveau concours, dis-je. Et ça va comme suit. Notre gagnant est... Maxime Poulain. Maxime Poulain, viens en avant chercher ton prix, s'il te plaît. Non, Maxime a été contacté par courriel. Et donc, félicitations, Maxime, tu gagnes. Et là, les gens s'en disent, oui, mais c'est quoi qui gagne? Calme-toi, je m'en viens gros B. Non, la mission Forsberg, tout d'abord, qui va être dans chaque prix, tel qu'annoncé. Également, et là,
J'ai un frisson sur la colonne. Et je salue Yannick Belzile et son podcast National Nation. Mais le deuxième item est un poster original de la série Lance et Compte. La première des années 80 avec Gino, tout ça. Signé de la même de Monsieur Régent Tremblay, ou comme on l'appelle ici, Dieu. Et ainsi qu'un T-shirt Dread sur le tape de la taille, évidemment, du gagnant, donc de Maxime. Donc, pour ce premier prix voyons, Colin, je parle comme un lecteur de nouvelles qui... on revient après la pause. Donc, premier package, Mission Forestburg, le poster signé de Régent Tremblay de Lancer Compte, mais l'original, il est de toute beauté. J'espère que je n'ai pas pété le tympan en faisant ça, je m'excuse d'avance. Et un T-shirt Dread sur le tape. Allez vous inscrire, ça peut être vous qui va gagner. Allez sur patreon.com/Dread sur le tape. Ça peut être vous. Oui, juste avant de vous présenter l'épisode, je veux donner un peu d'explication parce que je sais que les personnages présents dans l'épisode d'aujourd'hui ne sont pas nécessairement connus, mais je sais aussi que les plus malcommodes d'entre vous savent très bien qui sont la conjugaison, là, ça ne sera pas possible aujourd'hui. Ils savent très bien qui est Louis de Villemercier. Il y a un an à peu près, parce que l'épisode date aussi d'à peu près il y a un an. Il y a un an, j'ai été contacté pour animer une soirée hockey/cinéma au Rendez-vous Québec Cinéma, qui en passant est un superbe festival de cinéma avec une superbe programmation. Je manquais beaucoup de choses alors que j'étais en Australie cette année. Ça m'a un peu pincé le cœur, mais en même temps, il fallait que je vois ma famille, blablabla, ces cochonneries-là. Donc, allez au Rendez-vous Québec Cinéma, allez voir des films que vous savez pas c'est quoi, allez voir des films étrangers, allez voir non, mais là, c'est pas le bon contexte, parce que c'est des films québécois, mais allez voir des films. C'est un festival, souvent, c'est des films étrangers, mais Rendez-vous Québec Cinéma, c'est une bonne opportunité de tout voir les choses qui se font ici, qu'on n'a pas eu le temps de voir ou tout ça, peu importe les choses qui ne sont pas nécessairement en salle, allez au Rendez-vous Québec Cinéma, c'est vraiment le fun. Et donc, bref, il y a un an, on me demande, peux-tu animer cette soirée-là? Il y a un documentaire qui va être diffusé qui s'appelle Louis. Et je rencontre le réalisateur Philippe Frenette, qui, justement, fait partie de l'épisode aujourd'hui. Et Philippe, qui est un jeune cinéaste, qui en est vraiment à ses premiers pas, et qui a tout fait, ce film-là, par lui-même. Et d'habitude, on dit ça quand c'est pour prévenir que c'est pas bon. Mais non, c'est excellent, mais c'est juste pour donner une idée à quel point, je pense, c'est autoproduit. Il fait la caméra, le son, le scénario. Il a tout fait sur ce film-là, là, carrément. Réalisé, évidemment. Et donc, Philippe s'attarde à un personnage qui est très connu, mais d'une petite niche de personnes. Louis de Villemercier. Qui est-ce? Louis, c'est un monsieur qui a maintenant, il doit avoir une 50-60 d'années, j'imagine, qui vient de Villemercier et qui appelle dans les lignes ouvertes sportives depuis maintenant, là, j'ai oublié, là, on en parle dans l'épisode, 40-50 ans. Toute sa vie, il a passé à appeler à chaque jour dans toutes les lignes sportives ouvertes, peu importe les postes. Il a été placé au forum. Tu vois, il y a le sport dans le sang. Et à force d'appeler tout ça et d'être autant régulier, il est devenu littéralement un chouchou, autant des auditeurs que des animateurs de radio, de lignes sportives. Et il est devenu, d'une certaine manière, connu du public juste par sa voix. Des fois, les gens le reconnaissent en disant hey, je reconnais ta voix, t'es-tu Louis de Villemercier? Parce qu'il appelle, les gens disent, l'animateur dit oui, c'est qui? Louis de Villemercier. C'est devenu son nom, en guillemets, d'artiste, Louis de Villemercier. Et donc, voilà. Et donc, et bref, tout ça pour dire, Philippe, avec ce documentaire-là sur Louis, en fait, ouvre la porte sur l'univers des lignes sportives, des lignes ouvertes sportives, qui est honnêtement fascinant. Tous les personnages qui sont dans cet univers-là, pourquoi les gens appellent, cette communauté-là, les animateurs, les auditeurs. Il y a vraiment quelque chose qui est très, très, très intéressant dans la réflexion, mais dans juste la découverte de ça. Et quelle porte d'entrée, je veux dire, sur mesure, qui est Louis de Villemercier. Alors, je ne sais pas s'il y a un auditeur de lignes sportives plus connu que lui au Québec, c'est à ce point-là. Mais comme vous, moi je l'ai découvert, comme vous qui allez découvrir aujourd'hui, moi je l'ai découvert il y a un an avec le documentaire, qui est vraiment excellent. Et ça fait un an, et la raison pourquoi j'ai attendu autant pour le mettre, c'est qu'on a essayé de gagner du temps parce que depuis la diffusion du documentaire, Philippe, le réalisateur, est en pourparlers pour la diffusion de ça. Donc, de vendre les droits pour que ce soit diffusé, tout ça. Et finalement, en ce moment, il fallait que je diffuse l'épisode parce que la saison achève, parce qu'on est déjà dans l'avant-dernier épisode, mais à partir du 1er avril 2019, RDS va avoir les droits. Et donc, quand j'aurai la date, parce qu'ils peuvent la diffuser à partir du 1er avril à n'importe quel moment, mais dès que Philippe me confirme la date, restez à l'affût sur nos médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On va vous en faire part parce que vraiment, je veux que vous voyez ça. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment fascinant, puis moi, j'aime ça.
Tu sais, moi, je trouve ça vraiment le fun. Tu sais. Alors, ça fait 10 minutes que je passe. C'est quand même long, je trouve. J'ai rencontré les Boys le 13 mars 2018. Ça fait presque un an, carrément. 13 mars 2018, je vous présente Philippe Frenette et Louis Deville-Mercier. Drette sur le tape. Avec David Bocage. Bonjour les gars. Salut. Bonjour. Bonjour en ondes. On a avec nous aujourd'hui Philippe Frenette-Roy. J'ai dit comme ça. Ouais. C'est bien mon nom. Le réalisateur du documentaire Louis. C'est ça. Ouais. Et on a avec nous le Louis en question, Louis Grégoire, mieux connu par les auditeurs sous le nom de Louis Deville-Mercier. Bonjour Guillaume, c'est en plein ça. C'est Guillaume, David, excuse David. C'est drôle parce qu'on a fait une soirée ensemble. L'autre jour, tu m'as appelé Guillaume toute la soirée. Je me suis dit, je veux pas détruire son rêve non plus. On s'est rencontrés en fait les trois récemment à la soirée au Rendez-vous Québec Cinéma pour la projection en première de ton film avec Louis. Et donc, c'est très cool. En fait, c'est un documentaire qui met en lumière le monde, l'univers des radios, des tribunes téléphoniques plus précisément, sportives, les gens qui appellent, dont le protagoniste s'appelle Louis Grégoire de ton vrai nom. Louis Grégoire, Louis de Ville-Mercier. Louis de Ville-Mercier, tu habites vraiment à Ville-Mercier. Où t'as déménagé, là? J'ai déménagé, mais je suis à Châteauguay, mais j'étais longtemps à Ville-Mercier. 26 ans, fait que c'est Louis de Ville-Mercier. Oui, ça reste, faut pas changer la marque. Non, faut pas changer, non. Branding. Louis, t'as quel âge? 58 ans. Et ton histoire d'amour avec les tribunes téléphoniques remonte à un certain temps. Oui, ça a commencé en 1972. Là. Ben, comme tout le monde, on écoutait le Canadien, la télévision, puis il y avait le Journal de Montréal. Mais ça a commencé aussi ça. C'est dans le Journal de Montréal, on a commencé à dire il va y avoir une nouvelle émission Les amateurs de sport qui va commencer au mois de septembre 72. Fait qu'avec le Journal de Montréal, il faisait de la promotion, ce qui était CKC 730, qui n'existe plus. Non. C'était la radio AM dans le temps. Et là, en 1972, c'est Claude Mayotte qui a été le premier animateur qui travaille à RDS depuis plusieurs années. Fait que c'est lui qui a commencé ça, les amateurs de sport. Ça a commencé, c'était à 6h15 à 7h15. Fait que ça a commencé de même, puis que dans les premières années, on écoutait, puis il demandait des statistiques. Moi, j'étais un maniaque de stats. Fait qu'après, ça n'a pas pris de temps que Claude a commencé à prendre des appels. Puis là, moi, j'ai commencé à appeler, puis c'est ça que... J'ai toujours été amateur de statistiques, mais avec le Journal de Montréal, il y avait le Montréal Matin, il y avait le Montreal Star, la Gazette, Dimanche Matin. Puis moi, j'ai toujours aimé ça, les chiffres. Puis là, on a commencé... Fallait que tu partages tes connaissances. Ben, c'est ça, Parce que là, nous, aujourd'hui, ça semble évident avec Ron Fournier qui est devenu une icône, mais à la base, les radios sportives, personne ne prenait les appels du public. C'était pas quelque chose qui existait au Québec. Même que je pense que ça venait des États-Unis, l'idée, si je me trompe pas. Oui, l'idée venait c'est que Claude Mouton, qui travaillait à CKC, lui, il est allé aux États-Unis et il y avait des lignes ouvertes. Fait que là, lui, quand il est revenu en 71, un an avant, il était avec Jean-Paul Chartrand dans ce temps-là, père, qui était encore à RDS. Et là, il a dit, pourquoi qu'on part pas une émission de ligne ouverte? Pour donner une chance au monde de s'exprimer. Fait que lui, il avait aimé ça. Fait que c'est Claude Mouton qui a parti ça. Puis c'était depuis ce temps-là, ça fait 46 ans. Là. Puis toi, à l'époque, t'avais quel âge? 12 ans. Est-ce que tu te souviens de ton premier appel? Ben oui. C'est le Canadien. Évidemment, au début, c'était plus concentré sur le Canadien. Puis ça a très bien été. Puis j'étais parce que moi, 12 ans, t'étais jeune, tu sais, t'appelais. Non, puis j'avais une très bonne mémoire. Ça, faut que je me donne là-dessus. C'est qu'en regardant les journaux, je mémorisais les statistiques. Puis dans le Canadien, dans ce temps-là, c'était l'équipe, là. On gagnait des Coupes Stanley à tous les ans, à tous les 2 ans. Fait que moi, j'ai commencé, faut que je donne ça, là, comme mémoire. J'ai une mémoire d'éléphant. Alors, c'est une mémoire, puis à force de mémoriser, puis tout, fait que je connaissais mes dossiers, mes journaux, puis dans ce temps-là, quand on est tout jeune, on a des scrapbooks, là, sur le terme anglais, là. Ouais. Puis moi, je collectionnais tout ça là, pendant 15, 18, 20 ans. Fait que là, j'avais mes dossiers de prêt. Fait que c'est ça qui... Puis t'es rendu, là, on est en 2018, on est en mars 2018, au moment de l'enregistrement. T'es à combien d'appels à vie en ce moment? Là, je dois te rendre à peu près 6500. 6500 appels. Oui, vrai. 6500. J'essaie d'atteindre le cap des 5000, là, mettons, décembre 2018, là. Ou, mettons, au 1er janvier, c'était mieux. C'est ça. Pour finir l'année 2018. Ouais, c'est ça. On commence, là, fait que français, anglais, même français, c'est 3-4 fois par jour. Anglais, t'as beaucoup d'émissions, c'est 3-4 fois. Il y a des gens de Québec qui m'appellent, des gens de Shawinigan, de d'autres radios à travers la province. On va appeler Louis. C'est ça. Fait qu'on communique, évidemment. On a les médias sociaux. Oui, c'est ça maintenant. Bon, on va y venir. Okay. Parce que tu parlais des appels.
toi, dans le fond, ta journée type, parce que tu appelles justement à chaque jour là, dans les radios, justement dans plusieurs, ta journée type quand tu te réveilles le matin, c'est quoi? Ben là, évidemment, c'est sûr, depuis que je suis retraité, évidemment, qu'est-ce qui m'a aidé, moi? C'est qu'après 3-4 ans que j'appelais, là, je disais, comme Claude, Alain Chantelois, moi, j'aimerais ça vous rencontrer. Ben, d'autres, ils disent, viens nous voir au forum. Les expos, t'avais les Alouettes. Puis il faut dire que les Alouettes, qu'est-ce qui m'aidait à Medisport aussi, mon cousin, Gabriel Grégoire, le nom de votre dire. Oui! Gabriel Grégoire, c'est mon cousin qui a joué pour les Alouettes de Montréal. Oui, qui était connu de certains comme étant un panéliste à 110%. Et voilà, qui était le top, là. C'est lui qui avait les cheveux longs, Il avait les cheveux longs, ben oui, Gabi. D'ailleurs, parlant de Grégoire, on en avait parlé l'autre jour, mais pour ceux qui sont de la région, Ville-Mercier, Châteauguay, toute cette région-là, Beauharnois, Patate Grégoire, qui était anciennement à Sainte-Martine. D'ailleurs, le gars chez qui on est en ce moment ici, là, Louis, il vient de Sainte-Martine. Hein? Oui, c'est un gars de Sainte-Martine. Et c'est lui qui m'a initié, je salue Julien Ray en passant, qui m'a initié à Patate Grégoire, qui est d'ailleurs un des excellents. C'est vraiment la meilleure, ça. C'est une excellente Je peux confirmer. Puis on a été filmé justement une scène. Si vous passez par le Pont-Mercier, vous en allez vers le sud, arrêtez au Patate Grégoire. D'ailleurs, j'ai même créé un peu des flamèches avec des amis de Beauharnois qui disent non, ben là, Patate Mallette, c'est ça. Il y a une rivalité, évidemment, une petite garde. Ça existe, ça fait 19 ans, mon oncle, qui était barbier. À l'époque, puis il a commencé ça en 1945, ça va faire 60 et ces garçons ont continué, puis c'est leur enfant, ça fait 73 ans. Oui. C'est à Sainte-Martine avant. Avant, c'était à Sainte-Martine, puis on a déménagé à Merci, ça fait 8 ans. Ouais, quelques années. Déjà 8 ans. Ça fait déjà 8 ans, oui. Et Ville-Mercier, oui, ceux qui ont déménagé, ils ont agrandi parce que ça marche au quota, ce restaurant-là. C'est tout le temps full pin. D'ailleurs, je pense, je me souviens plus du lien, Colin, j'aurais dû demander à mon ami, mais je sais que c'est géré... Ah non, c'est le Patate Mallette, je pense, qui est géré... Est-ce que c'est en lien qu'Étienne Dano, l'humoriste? Je pense que c'est le frère d'Étienne Dano qui gère... qui gère le Patate Mallette, je pense. Oui, je savais pas, oui. Étienne Dano qui est au sommet Coors Light RDS pour les je pense qu'il y a un lien de famille, c'est que Nathalie Mallette, je suis pas sûr, mais... Oui, ses parents, oui. La comédienne. L'actrice, oui. OK, oui. En tout cas, je sais qu'il y a un lien, là. Bref. Donc, toi, c'est mes cousins. C'est ça, tes cousins. Est-ce que t'as des rabais aux patates Grégoire quand tu y vas? Des rabais, des fois gratis. Des petites passes, ouais. Des passes en temps. Parce que d'ailleurs, il y a même une scène dans le film, Phil. Oui, que je suis là. On voit une poutine, j'ai Louis Tassier avec son journal. Il y a pire, c'est que je reconnaissais, j'ai vu la poutine, j'ai déjà vu cette poutine-là. On a voulu filmer à un moment donné à Lafleur, mais ça a comme compliqué un peu avec tu sais, à demander l'autorisation, tout ça. Fait que, le gars, j'ai dit, on va faire ça dans ces petites familles en plus. Fait que, on va faire une petite scène de transition dans le film, que Louis, son quotidien, son journal, tout ça. Justement, t'étais rendu, tu disais Louis Grégoire, les Alouettes, c'est ça que t'étais rendu. C'est ça, là. Fait que, qu'est-ce qui m'a aidé? Mon cousin aussi, lui, il a joué les Alouettes pendant 6 ans. Fait que là, moi, encore là, ça nous a permis, moi, j'étais fier. Puis là, on suivait encore plus le sport. Fait qu'après 3-4 ans que j'appelais l'année ouverte, là, Claude Mayotte, il me dit, Louis, il dit, puis Alain Chantelois, les plus vieux de la gang, Jean-Paul Chartrand, il dit, viens nous voir. T'avais les Alouettes, t'avais le Canadien, t'avais les Expos, t'avais le Manic, dans l'époque, ça s'appelait le Manic. Le Manic, c'était quoi? C'était le soccer. C'est l'ancienne époque. Avant l'Impact, il y a eu le Manic des années 80. Ça, j'allais dire, c'était avant l'Impact qui était avant la MLS, là. C'est ça. Si on parle de 35 ans, là. Okay. Fait que là, ça jouait où, ça? Le Manic jouait au stade. Le Manic jouait au stade olympique, oui. Puis il arrangeait les dates, les Alouettes au stade, les Expos au stade. Fait que là, tout était concentré. Fait que là, moi, après ma job, je travaillais dans un bureau. Fait que là, j'étais de 7 à 3. Faut dire qu'est-ce qui m'a aidé, j'étais célibataire aussi, là. T'sais, ça a eu 3-4 enfants. Ça aurait été différent, c'est ça. Ça aurait été différent. C'était où que tu travaillais de 7 à 3? Je suis au centre-ville. C'était dans quel domaine? Une compagnie d'informatique. Fait que j'étais au centre-ville de Place Ville-Marie, dans ce coin-là. Là. Fait que là, j'étais pas loin. Je laissais mon auto au métro. Puis là, je prenais le métro, c'était à Peel, puis ça sur la même ligne, la ligne verte. Ouais. Le forum, dans ce temps-là, c'était à Atwater. Oui, puis Neuf Vio, ben là, t'étais au stade. Puis Neuf Vio, c'est au stade. Ouais. Fait que j'étais tout concentré. Puis c'est là que là j'ai dit, j'ai commencé au stade, les expos, les Alouettes, les choses. Et après, il y avait des gars qui faisaient tout, comme moi, qui faisaient 2 jobs, qui faisaient tous les sports. Mm-hmm. Fait que là, c'est là que j'ai rentré après avec le Canadien. Puis là, j'ai rencontré tous les médias. Et c'est là que moi, en travaillant là et en appelant, on avait un genre on était réciproques, c'était des chums. Oui, c'est devenu des amis, donc là, c'est devenu un échange de services. Fait que moi, qu'est-ce qui m'aidait? J'étais trop auprès, j'étais sur place, parce que les animateurs, ils demandaient tout le temps, étais-tu là? Les commentateurs, ils disent toujours ça aux nouveaux auditeurs. Ouais. Étiez-vous au game? Étiez-vous au hockey? Oui, moi, j'étais là, mais ils savaient. Fait que moi, c'est ça qui m'a aidé, puis c'est ça que depuis ce temps-là, ça dure depuis X, puis là, ben, c'est Philippe, là, c'était vraiment la consécration. Oui, c'est ça, la consécration de l'appel. Mais tu t'avais dit aussi, parce qu'on s'était rencontrés dans le cadre de Québec Cinéma, puis on avait fait
genre d'entrevue. Ben, pas d'entrevue, parce qu'on n'avait pas autant de temps, mais il y avait on avait regardé la partie du Canadien Flyers après la projection, puis on avait eu quelques entretiens. Puis un des affaires qui avait été mentionné, c'est que quand tu avais commencé les lignes téléphoniques, on avait parlé du sujet du fait que ça prend beaucoup de temps. Appeler, il faut que tu aies un certain du temps à toi. Puis tu avais dit, oui, au début, tu as fait beaucoup d'argent. Il y avait des prix. Oui, j'ai fait de 25 000 piastres de prix. Parce que aussi, c'était une des aussi que j'appelais, qui faisait tirer des prix avec des questions de sport. Fait que moi, qu'est-ce que je faisais? Mais j'avais les guides de la Ligue nationale, les briques de baseball que j'ai gardé, parce que t'avais pas d'Internet dans le temps. Non. L'Internet, ça fait quoi, une vingtaine d'années? Ouais. 3500 pages de statistiques de baseball qui partent de 1800. Fait que moi, je mémorisais, puis on écoutait commentateur, puis il y avait des questions, puis une fois, j'ai gagné, mange, regarde ton manteau ici, là, un code, des bâtons de hockey, des restaurants, toutes sortes d'affaires, en tout cas. Je gagnais tout le temps, parce que il fallait que tu sois rapide. C'est que, mettons, il disait, Denis Savard, a-t-il déjà compté 50 buts dans une saison? Vrai ou faux? Faux. Mais il faut que tu appelles. Aussitôt que tu as le numéro, moi, faut que tu sois extrêmement rapide. Faut que tu appelles pratiquement avant que la question soit finie. Parce que toi, tu vas savoir la réponse. Moi, c'est ça, c'est là qui m'aidait. Je mémorisais tout qu'est-ce qu'il y avait. Puis RDS, qu'est-ce qui était le fun, c'est qu'il posait toujours une question sur l'équipe contre qui le Canadien jouait. Ah, c'est ça, c'est une thématique. Fait que là, moi, j'avais capté ça. Évidemment, j'avais mon guide, des fois, je l'avais pas en mémoire, mais j'avais mon guide, puis aussitôt, qui posait la question, mais là, telle équipe, bon, mettons, les Flyers, qui détient de la Coupe le plus de bonne une saison, bing, 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 je composais le numéro, paf, j'ai gagné la RDS pendant 20 semaines en ligne. Et puis, t'avais pas l'excuse de dire que tu regardais sur Google. Tu peux pas regarder sur Google, tu peux pas le taper en même temps, il fallait que tu le saches pour vrai. Non, mais oui, c'est ça, il fallait que tu le saches, mémoriser, parce que l'Internet est arrivé en 97, puis c'est ça, là, ça fait juste 20 ans. Là, toi, t'es un fan autant de hockey, oui, évidemment, mais de baseball, football beaucoup. D'ailleurs, c'est sûr que tu sais, toi qui es fan et de football et de baseball, quel célèbre joueur de football a été repêché par les Expos? Tom Brady. Tom Brady, qui était receveur, si je ne m'abuse. Oui. Puis il était un All-Star receveur, puis il avait dit, lui, c'est parce qu'il l'a repêché tard parce qu'il savait que sa priorité, c'était pas le baseball, mais il disait que lui, si ça avait pas été le football, il était tellement un athlète naturel supérieur qu'il aurait été un excellent joueur de baseball aussi, apparemment. Évidemment, il a choisi... 95, parce que Tom Brady va avoir 42 ans. Ouais. Il y avait 19 ans, c'était en 95. Ouais. Même, il y a des mes chums qui vont sur Internet me taquiner, ils envoient des photos de Brady. Il y en a des expos. Parce que toi, tu détestes les Pats. Parce que toi, t'es un fan des Broncos. Mais non, mais c'est Tom Brady. Apparemment, j'avais même lu que c'était au high school qu'il a repêché, ou en tout cas, ou à l'université. Puis il laissait son coach, le laissait dicter les jeux comme receveur. Mais tu sais, c'est très rare que tu laisses un jeune faire ça. Il faut vraiment qu'il y ait des aptitudes. Mais lui, c'est tellement un étudiant du sport, un nerd. Puis il a fait la même chose avec le football. Il connaît toutes les tendances de tous les joueurs. Il est un peu comme toi avec les statistiques. Lui, quand il y avait un tel batteur qui arrivait, avec le lanceur, comment lui on le bat, telle affaire, il était déjà extrêmement... oui, athlétiquement, il y a des aptitudes physiques, mais il savait tout de chaque joueur, ce qui fait que il est devenu l'athlète qu'on connaît. Mais au combine, juste pour terminer, quand il y a eu le combine avec Brady, au baseball ou au football, il pensait pas qu'il aurait fait une carrière parce qu'il était maigre comme un chicot, comme un chicot, mais en fin de compte, comme tu dis, c'était une carrière très intelligent. Et donc tu t'es fait connaître par les auditeurs de sport. C'est à quel moment que tu t'es rendu compte que les gens te reconnaissaient? C'est évidemment qu'est-ce qui m'arrivait, c'est qu'après 4, 5, 6, 7 ans, mais là, j'étais sur le plan, puis moi, comme au baseball, j'étais à l'entrée. Je prenais des billets. Fait que le monde rentrait, dit bonjour Laurent ou bonjour Roger. On reconnaît. On met une image sur la voie. Le monde a toujours dit ça. Mm-hmm. Enfin, je mets une image sur la voie. Fait qu'aux expos, j'étais à l'entrée. Puis les Alouettes, les Alouettes, j'étais comme sécurité. On se promenait, là, un genre de sécurité, placier, puis le Manic, c'était ça. Et le Canadien, mais là, le Canadien, tout le monde, ça n'a pas pris de temps. C'est au Canadien. Parce que vous étiez placé à tous ces endroits-là. Oui. Puis vous aviez votre name tag, Louis. Évidemment, ouais, ça l'aidait aussi. Fait que parce que c'est ça, vous avez été, vous êtes un genre d'aimant à événements sportifs. Vous avez été placé dans tous ces endroits-là. J'ai fait 3500 événements écoute, hockey, baseball, football. On a eu du basketball, Grand Prix du Canada, name it, des concerts rock. Est-ce que ça vous manque? Oui, non, mais je continue à parler sur les nouvelles quand même. Les nouvelles, oui. Parce que votre principal job, ça a été pendant longtemps placier au forum. Oui.
Et Centre Molson. Et Centre Molson, et Forum, et tout ce qui en a suivi. Est-ce que vous travaillez de jour pour ça? Oui. Vous travaillez de jour, puis après, vous alliez faire. C'est ça. Puis la plupart des gens qui sont placiers, est-ce que eux c'est leur job de retraite? Oui, c'est ça. C'est que t'as un job de jour, puis eux autres, ils s'en viennent après. OK, eux, ils faisaient ça comme vous. Comme moi, oui. Okay. Except eux autres, ils appelaient pas Danny Gouin. Ah, c'est ça. Ils faisaient pas grand. Puis vous êtes devenu connu pour votre fameuse section, la section? Ben ouais, c'est 122. 122. C'est sûr, au Centre Bell. Est-ce que vous aviez la même section au Forum? Le Forum, ben, c'était dans les rouges. Un petit peu, j'étais central. Okay. Au Forum, on était très proches. Parce qu'il était 12 rangées de l'Atlas. Quand on déménageait au Centre Molson, à l'époque, et on était à 24 rangées de main. C'était plus grand. 21 000 sièges. Tandis qu'au Forum, tu avais 17 500. Plus, tu avais des fameux sièges debout. Ouais. Fait qu'au Forum, tu étais vraiment proche, là, les dernières Coupes Stanley. Là, j'ai vécu 2 Coupes Stanley. 3 finales, 2 Coupes en 86, 93. Puis 93, je le dis souvent, le plus beau souvenir, j'étais quand la sirène a sonné, j'étais sur le banc des joueurs. Non. J'étais placé, oui. Et aussitôt qu'on a des 10 premières minutes, il y a eu une dizaine de placiers d'un côté et de l'autre bord, du côté adverse. Mais moi, j'ai été privilégié, avec d'autres, là. J'étais sur le banc. Aussitôt que la sirène a sonné, les joueurs ont sauté et j'étais à côté de Wayne Gretzky quand il a donné son bâton à Jacques Demers, là. Puis la coupe, puis écoute, We Are the Champions, aussitôt que hier, LPI m'a fait jouer ça, là, ça me rappelle les souvenirs, We Are the Champions. Ah oui. C'était la dernière fois et ça va faire 25 ans, là. Absolument. Fait que dans le fond, est-ce que ça c'était préentendu? Est-ce que vous aviez dit si on gagne les placiers, vous en venez? Oui, c'était arrangé d'avance par nos superviseurs. Ils avaient dit vous avez le droit d'y aller. Vous avez le droit des dernières minutes. Ben, il ne voulait pas que d'autres personnes sautent parce que le Forum, les gens t'approchent. Ouais, on était là comme un genre de sécurité. Et ça se ferait plus aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, ça c'était une autre époque. La sécurité aujourd'hui avec les guns, puis en tout cas, bref. Mais, fait que vous aviez vécu ça de proche. Quand le Forum, c'était la plus belle aréna mythique, mais c'est là que le Canadien a gagné ses 24 Coupes Stanley. T'étais proche, tout le monde se connaissait. Puis qu'est-ce qui était le fun, moi, c'est que les gens qui venaient au hockey, ils venaient au football, ils venaient au baseball, c'est qu'ils me voyaient à toutes les places. Fait que c'est comme ça qu'ils ont commencé à me connaître. Ben ouais. Puis plus le téléphone, puis pas seulement en français, en anglais aussi. T'as dit... Wayne Gretzky qui a donné son bâton à Jacques Demers? Oui, parce que Wayne Gretzky jouait pour les Kings. Oui. Puis là, parce que là, Jacques Demers, lui, il disait peut-être que Gretzky, il a resté 6 ans. Puis Jacques Demers qui a quitté après le Canadien, là, je pense, l'année d'après. Il disait, moi, mon bâton, à la fin, quand ils sont tous donnés à la main. Fait que Wayne Gretzky donne son bâton. Puis je me vois, il monte souvent des reprises à RDS, puis là, tu me vois, mais vite, là, les placiers, tu vois, les placiers avec nos habits rouges. Oui. Ils nous appelaient Pogo, là. Ils ont fait, la petite vie a fait comment ça s'appelle ça, une parodie, là. Ouais, le personnage de Rémi Girard. C'est ça, ils nous appelaient Pogo. Ah, c'est ça, à cause de vous ressembliez à... Est-ce que vous l'avez gardé, ce costume-là? Ils sont pas mal défraîchis. Ah mais vous les avez encore? Non, je les ai plus. Ah, ok, vous avez plus. Mais vous étiez, bref, sur la glace, vous dites que Jacques Demers a demandé à Wayne Gretzky son bâton. Oui, comme souvenir. Ben oui, Wayne Gretzky, c'était le plus grand de l'histoire. Lui, il était habitué, j'imagine. Ben oui, il a donné des centaines et des centaines de hockey, parce que c'était après. Puis là, ben, c'est ça, Gretzky, lui, il a jamais pu être en finale après. C'était la dernière fois qu'il était dans la finale, puis il a gagné 4 coupes avec les Oilers, mais avec les Kings, c'est qu'une fois en finale. Puis lui, il vieillissait, il était rendu à 32 ans. Ouais. Fait qu'il a quitté en 99, Wayne. Oui, la Ligue, oui. Avec les Rangers. Exact. Mais il est resté avec les Kings encore un petit peu. 3-4 ans, après il était à Saint-Louis, puis il a fini avec les Rangers. Oui, exactement. Puis là, vous étiez sur la glace. Attends, là, vous étiez sur la glace du j'étais au Forum de ces Scott, là. C'était notre 24e Coupe Stanley, puis le Forum, comme je te dis, c'était magique, c'était proche. Puis quand tu rentrais, ben, tu sais, quand on rentrait au Forum, là, t'avais des photos de Maurice, t'avais des photos de Jean Béliveau, tous les anciens Howie Morans. C'était ça le Canadien, puis t'avais beaucoup. C'est sûr, c'était francophone et anglophone, mais en moyenne, t'avais toujours au moins 10 Québécois. Ouais. Puis tu t'identifiais, mais c'est le Forum, ceux qui n'ont pas vécu ça, ceux qui ont 30 ans et moins, là, peut-être. J'ai été une fois dans ma vie, mon père m'a amené quand j'avais 6 ans. Donc, je suis très content d'avoir vécu le Forum. Je sais pas si Philippe, t'étais allé. Moi, je pense que j'avais genre un ice capade dans le temps, mais pas de game de hockey. Disqualifié, mais ceux qui ont 30 ans et moins n'ont pas vécu la Coupe. Qu'est-ce que c'est une Coupe Stanley à Montréal? Non, mais d'avoir des vrais bons souvenirs, là, c'est d'une équipe gagnante, parce que là, depuis 25 ans, ben, c'est ça. Mais le Forum, c'était vraiment, là. Puis quand on a quitté, franchement, là, il y avait mes clients. Dans ma section, là, j'étais en haut centre, moi. Puis ils nous avaient amené des bouteilles de champagne quand ça a fermé, après, en 96. 96, c'est vrai. 96, ça va faire 22 ans, là, c'est ouvert. C'était plus pareil. Non, c'était chaud, mais c'était plus pareil parce que c'était commercial. Quand on est arrivé au Centre Bell, ben,
Centre Molson à l'époque. Centre Molson à l'époque. Ouais. C'est plus le hockey, c'est seulement l'argent. Commanditaire, puis qu'est-ce qu'on voit sur le board? Tu vois plus les exploits des joueurs, c'est seulement le cash. À l'image de la dévolution de la société. C'est ça. T'as pas le choix. Les loges, puis t'es en déménageant. Oui, c'est un aréna de hockey, mais malheureusement, on en parlait tantôt avec Philippe, c'est le cash qui mène. C'est une business, le Canadien. C'est sûr. Ce qui était le groupe Gillette. Mais là, moi, je vais être fatiguant, mais je reviens là-dessus. Attends, là, t'es sur la glace du Centre Bell, du Forum. Oui. 93. Mais là, il faut que tu me racontes qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vois. Ben là, on était là, aussitôt des joueurs ont sauté sur la glace. Tout le monde était sur Patrick Orwell, Vincent D'Anfous, Carbonneau. Et toi, t'étais-tu là? Est-ce que vous aviez... Ben moi, j'étais sur le banc, j'étais à côté, okay. Tu peux être plus proche. On était sur le banc, une dizaine de placiers. Il y avait Serge Chavard à côté de moi. Il y avait Jacques Lemaire qui était revenu avec le Canadien, les soigneurs. Ben, nous autres, on était là, mettons, là, puis les gars sont dans le coin ici. En écoute, tu peux pas oublier ça. Là, on s'est couché à 2 heures du matin. Puis... Est-ce que vous êtes allé sur la glace après, on a donné des placions, puis on a pris des photos. Là. Est-ce que oui, c'est ça. Avec qui tu as pris des photos les joueurs non. Okay. Moi j'ai une photo au Forum. C'est Denis Brodeur, le père de Martin Brodeur. J'ai une photo. Photographe. Puis on le voit dans le film avec Guy Lafleur. Je sais pas si tu l'as vu dans mon documentaire. Ça, c'était Lafleur, c'était mon joueur. Oui. Puis j'étais arrivé. Puis moi, j'ai toujours eu en mémoire. Guy, il arrivait toujours là, au Forum 3 heures. 3h30. Puis moi, quand j'étais placier, je partais du bureau, puis j'aimais ça arriver le premier placier. Fait que quand je me suis arrangé avec M. Brodeur, je peux avoir une photo, puis il arrive de bonne heure, Louis. Pas de problème. Je suis parti du bureau, bang, je suis arrivé, j'ai ma pause, je rentre au Forum. Mm-hmm. Guy revenait avec les Rangers. Là, il avait quitté le Canadien. Oh, là, tu parles des années 90, là. Fin 87, 88. Fait que là, il était à l'autre bord. Fait que là, je me suis rendu de l'autre côté avec M. Brodeur, j'ai pris ma photo, puis ça, je l'ai tout le temps. Guy Lafleur, c'est le plus grand joueur de l'histoire. Ben, avec Maurice et M. Béliveau, là. Ouais. Howie Moran, certains disent. À une autre époque, on l'a moins connu, bien sûr. Fait que, puis est-ce qu'après la Coupe Stanley 93, est-ce que vous alliez dans le vestiaire, comme Oui, ben non, pas dans le vestiaire, parce que là, on a entendu que le forum se vide. Ouais. Les joueurs ont quitté. Puis là, nous autres, ben là, on a resté dans notre local. Mm-hmm. On ne pouvait pas aller dans la chambre, mais là, on les a vus de proche. On les a vus de proche. Là, je veux dire, tu peux pas avoir mieux la coupe. Oui, non, c'est incroyable. Mais on a eu un party après. Ben oui. Puis le forum, qu'est-ce qu'il faisait? À toute fois que le Canadien gagnait la coupe, on avait, la semaine d'après, on avait un party sur la glace. Puis là, ils nous recevaient avec un lunch, puis avec la coupe posée avec les joueurs. Fait que c'était vraiment, le forum, c'est vraiment l'endroit, là, on dirait qu'il y a eu une coupure. Aussitôt que ça a fermé, c'est un peu bizarre. On dirait que le forum, c'est comme le Les fantômes sont pas passés de l'autre bord. Ah, pas tout. Est-ce que vous allez des fois au forum encore? Ouais, on allait une couple de fois, là, si je sais qu'il y a un cinéma. Ouais. Ben, j'ai fait aussi un gars qui m'a aidé pas mal aussi à mettre en publicité, Paul Buisson. Le regretté Paul Buisson, hors-jeu. Hors-jeu avant qu'il soit 2.0. Oui, c'est ça. Hors-jeu dans le temps des années caméra. Paul Buisson. 90. Moi, la première fois que j'ai connu Paul, c'est 97. Il était caméraman à RDS. Oui, mais oui. Caméraman. Avant d'être devant la caméra. Oui. Puis, excuse-moi, je t'ai interrompu. Excuse-moi, tu disais Paul Buisson. Qu'est-ce que t'as Lui, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lui, il m'a fait encore du PR. C'est que là, lui, il écoutait les lignes ouvertes. Fait que là, avec le fil en aiguille, mais là, Ron Fournier, Alain Chantelois, puis, dans ce temps-là, c'est cassé. 730, t'avais CJMS 1280, avec Réaume Brisebois. Après, t'avais CKVL Tom Lapointe, qu'on entend sur Facebook, on le voit souvent. Fait que là, tout le monde, de fil en aiguille. Fait que là, le Paul, il vient me voir, ils ont fait des reportages. Puis une année, tu ne créeras pas, moi, Martin Brodeur, puis André Roy, qui était RDS. Qui est maintenant à Hors-jeu. Qui était Hors-jeu, ben oui. Puis c'était un grand chum. J'ai eu 5 reportages. J'ai eu le même nombre de reportages qu'André Roy et Martin Brodeur. Fait que là, disons que ça m'a aidé, ça m'a propulsé. Le Paul, il était très gentil. Oui. Lui, il aimait ça. Il était fasciné parce que je faisais les lignes ouvertes. Oui. Mais il était pas décédé d'une erreur médicale? Ben oui, c'était bien plate, oui. Parce qu'il il paraissait pas en forme, mais il l'était, il mesurait 6 pieds 6, il pesait 320 livres. Il était peut-être, mettons, peut-être trentaine de livres, mais non, c'était une erreur médicale, ça il y a eu comme un genre de pierre au rein, puis il en est décédé. C'est bien plate, c'est un bon Jack. C'est très sympathique. Vous avez été placé pour les Canadiens de quelle année à quelle année? 86, 26 ans. 86 à 2012. 86 à 2012? Janvier 2012. OK, c'est vraiment assez récent. Ben oui. Et à la fin, est-ce que vous faisiez ça à temps plein? Vous aviez encore la job de jour? Non, mais j'arrivais, mais j'étais quasiment retraité, moi, là. OK, les dernières années.
Je vais vous demander, c'est ça parce que moi je vous aurais imaginé être placé jusqu'à votre mort, tellement que c'était la job. Ouais, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il faut dire que ma mère avait des problèmes de santé, fait que moi et ma sœur Danielle, là on a pris soin, là je pouvais plus, mais ma mère avait eu des problèmes de santé, fait que là, on a pris soin de notre mère, moi et ma sœur. On se relayait, fait que là, j'avais plus de temps. J'avais pas la tête, évidemment. À faire ça, ouais. Aux événements de sport. Fait que nos parents, ben, quand on est jeunes, ils s'occupent de nous, mais quand nos parents vieillissent, il faut que ce soit des enfants. Ben oui, je comprends. Fait que, les Canadiens, est-ce que les Canadiens, ça leur dérangeait que vous appeliez dans les lignes ouvertes, des fois, pour donner votre opinion? Ouais, des fois, t'as raison. T'as un bon point. Ça déchatouillait. Parce que toi, t'es pas nécessairement doux à l'endroit du Canadien. Si t'aimes pas qu'est-ce qu'ils font. Ouais, mais puis, qu'est-ce qui est arrivé, là? Ils pouvaient pas dire un mot parce qu'on était syndiqués aussi. Il faut savoir ça, les employés. Aux expos, aux Alouettes, on n'était pas syndiqués, mais aux Canadiens, on était syndiqués. On avait un syndicat. Puis moi, j'avertissais mon délégué. On avait 2 délégués syndicales. J'ai une entrevue, telle affaire, mais qu'est-ce que je faisais? Moi, je faisais l'entrevue 2 heures avant que la game commence. Je faisais pas ça pendant que la game était là. Ah oui, je comprends. Fait que là, moi, eux autres, des fois, le réalisateur appelait en bas, il dit, on fait une entrevue avec Louis. Eux autres, ils s'imaginaient pas que j'étais si populaire que ça. Mm-hmm. Mais il y avait un petit peu de jalousie. De bisbille. Mais le réalisateur appelait, il disait, hey, on passe Louis telle date. Moi, mon délégué syndical t'a averti, puis il n'y a pas d'impôt. Parce que si vous étiez syndiqué, c'est difficile à renvoyer. Je les imagine pas renvoyer un employé pour des appels s'il est syndiqué. Je trouve que ça serait difficile à eux. Ouais, ben, en fin de compte, non, mais je veux dire que ça a bien été, il n'y a pas eu de problème. Mais c'est pas ça qui fait que vous avez arrêté de travailler non, pas tout. OK. Non. Puis, qu'est-ce que je vais vous demander? Ah oui, c'est ça, parce qu'on parlait de la section au forum. Vous avez eu votre article dans la Gazette? Oui, c'est vrai. Je reviens avec... parce que j'appelais en anglais aussi. C'est ça. Parce que t'avais Team, là, à Star, c'est rendu TSN 690. Avant, c'était Team 990. Avant, il était sur la rue Gordon. Je me souviens plus, c'était CJD. Il y a eu CJD, il y avait un autre poste. CIQC. Fait que là, j'ai commencé à appeler là avec Mitch Melnick, qui est encore là. Ouais. Tony Marinaro, Tony qui est encore là. Puis, qui fait aussi en français des fois, Tony. Qui fait en français, Tony. Fait que ça fait là, du côté anglais. Fait que là, il y avait le journaliste Dave Stubbs, lui ici, mais il écoutait en anglais. Fait que là, il dit, Louis, il vient me voir dans ma section, il dit, hey, on va faire une entrevue. Ah oui, c'est parce que j'avais pas manqué. Fait que j'étais un peu, disons, le Doug Jarvis. Tu sais, le Canadien. Doug Jarvis a toujours le record pour un nombre de matchs, 964. Consécutifs. Je me suis rendu à ça, là, 964 matchs, puis il a fallu que je quitte. Puis j'ai arrêté ma séquence, puis j'ai eu un cancer. Ah, c'est pour ça aussi, ma séquence. Fait que là, Dave Stubbs, il a fait un article là-dessus, que j'étais le placé, qu'il avait jamais manqué un match. Fait que j'ai un gros front page de la Gazette, puis je pense que ça a passé... dans le film, il en parlait. Fait que là, il a fait un article là-dessus. Fait que ça aussi, c'est encore... ça. Les journalistes ont été bien gentils. Fait oui. Y a-t-il une différence entre les lignes ouvertes en français et en anglais? Non, c'est à peu près... Pas vraiment. Non, pas vraiment. Tu donnes ton opinion. Dans le ton, il n'y a pas quelque chose de... Ben, évidemment, faut que tu respectes toujours, tu sacs pas en honte, faut que tu respectes. Non, je sais, je voulais dire, dans le terme, dans le ton. Est-ce qu'en français ou en anglais, tu sens qu'il y a une différence de choses ou de... Peut-être, oui, non, mais peut-être, est-ce que peut-être les athlètes, les journalistes anglophones, des fois, préfèrent plus les athlètes anglophones? Je pense pas. Faut que tu sois poli. Puis des fois, ça va arriver, évidemment, que des fois, peut-être qu'un journaliste, peut-être, il est pas de bonne humeur cette journée-là. Faut que tu sois un peu... faut que tu gages. Faut que tu deals un peu, mais il n'y a pas de problème. C'est bien le fun. Qu'est-ce que t'aimes autant dans les lignes ouvertes? Ben, tu donnes ton opinion, puis c'est que le sport, au début, là, il n'y avait pas autant de statistiques. Mais quand tu écoutes, tu vois, tout ça d'événements sportifs, c'est seulement des statistiques qu'ils te donnent. À la télévision. C'est seulement avec ça. Mais c'était ça que c'est évidemment. Fallait que tu t'aies de l'information. Fallait que j'aie de l'information moi-même. Mm-hmm. Parce que maintenant, je n'avais pas acheté de livres dans les premières années. T'as pas d'information. Fallait que j'aie des livres de baseball puis toutes sortes d'affaires à la télévision. J'enregistrais aussi avec les fameuses cassettes, là, dans les années 80, vidéo, VHS. Ouais, les VHS, ouais. Ça, j'ai gardé des paquets de Astor, mais c'est pas en mode, là. Ouais. C'est tout des DVD. Fait que là, moi, j'engrangeais de l'information. Fait que c'est ça, moi, qui me permet, puis là, surtout le baseball. Franchement, on dirait que j'aime mieux encore le baseball. Puis j'aime bien lanceur des Dodgers, là, Clayton Kershaw, là, c'est le nom de dire de quoi. Ils sont allés en Série mondiale l'année passée. Ah oui? Contre les Astros, mais ils ont perdu en 5 matchs. Les Kershaw, moi, j'ai accumulé des statistiques avec le Sport Max. J'écoute tous les matchs, même jusqu'à 10 heures le soir. Et des fois, ils mettent des statistiques. Soit j'enregistre, mais je me garde des carnets jaunes. C'est un peu bizarre. Et moi, j'aime ça, les blocs-notes qu'ils appellent. Ouais, jaune. Jaune. Et moi, là, aussitôt, j'ai une statistique, mettons, Stéphane Gonzalez, là, ici, Gonzo, c'était un capoté de stats. Je marque ça,
Puis là, je m'empile tout ça. Fait que quand tu viens pour parler du joueur, des fois, il y en a qui sont pas d'accord avec moi. Non, telle statistique. Fait que c'est ça ce qui me fascine dans le hockey, baseball, football, dans les lignes ouvertes, c'est que il faut que tu sois au courant. Parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Tu regardes le hockey, c'est quoi? Avantages numériques, désavantages numériques, que ce soit l'antichambre ou Dave Morissette. Le sport, c'est du chiffre à ce temps. Puis évidemment, avec l'Internet, évidemment, mais ça... Des statistiques. Je viens juste de me rappeler que je voulais demander, qu'est-ce que je voulais vous demander par rapport à Placier. Est-ce que vous avez une relation privilégiée avec les joueurs, tu sais? Ben, plus, au Forum, oui, mais là, les Pierre Bouchard, là, les anciens, mais oui. Parce que j'ai passé à l'antichambre, j'ai fait un live. Pierre Bouchard, Yvon Lambert, Yvan Cournoyer, Régent Hall, Gilbert Delorme, tous les anciens, c'est sûr que c'est plus de mon âge, 58 ans, là. Les nouveaux joueurs, c'était peut-être, au Forum, on n'avait pas de problème. Parce qu'on arrivait avant les matchs, on voyait les joueurs, mais quand on a déménagé au Centre Molson, mais là, c'est terminé. Ah, ouais, c'est ça. Parce que c'est anciennement intérieur, puis les employés n'avaient plus le droit. Au Forum, ben oui, les anciens joueurs. Là, c'est lequel que vous avez trouvé le plus sympathique que vous avez? Ben Pierre Bouchard, Yvon Lambert, Mario Tremblay, ces gars-là. Régent Hall qui a travaillé quand il a pris sa retraite. Oui. Il y avait un restaurant Châtelier, mais je sais pas si le nom du toit, ça n'existe plus. Lui, il connaît plus ça, le rustique, là. OK. C'est devenu un centre d'entraînement. C'est Énergie cardio, quelque chose comme ça. C'est énergie cardio. Oh, Philippe est en vie, il revient. Moi, je suis là, je suis toujours là. Et lui, dans le fond, vous parlez de Régent Hall. Ben, Régent Hall, c'est un gars qui... C'est que à l'époque, tu avais plus de francophones, puis il y a proximité. Les joueurs parlaient plus aux spectateurs. Puis c'est ça que le Forum, c'est qu'avant, tu pouvais demander des autographes. Après le match, tu pouvais avoir des autographes. Et c'est ça que l'anecdote, en 74, 75, mes parents ont monté magasiner en ville. Ça, c'était là que je sois placé, je suis au secondaire. J'ai mon père débarque au Forum. Je savais à telle heure, il pratiquait 10h30, 11h30. OK, mes parents montent en ville, s'en vont magasiner chez Eaton. Ils me déposent au Forum. Puis là, évidemment, quand tu voulais rentrer, il fallait que tu aies un joueur. Fait que c'est Régent Hall qui m'a fait rentrer. Et là, je m'assis. Pour te faire regarder la pratique. Oui. J'avais 14 ans, je capotais pas à peu près, là. Puis là, moi, je voulais avoir Lafleur et c'était lui le premier parce que Lafleur, quand je jouais pour le Canadien, c'était toujours le premier qui sautait sur la glace. Avec Bonnet Larocque, Michel Larocque. Oui. Fait que là, je rentre, là, je m'assis. Régent, il dit, assis-toi là. Fait que là, je m'assis là. Puis là, il y avait un monsieur avec sa femme. Ses 3 enfants, mais je le savais c'était qui. Pourquoi? Parce que j'avais ma mémoire, parce que dans le Journal de Montréal, il y avait une page centrale, tu sais, comme Roger Brulotte, là. Ouais, colonne. Toto Gingras. Il est décédé, là. Ce monsieur, c'était un photographe qui a été pendant 35 ans. Et lui, il mettait des photos des joueurs. Fait que quand j'avais 8, 9, 10 ans, on était abonné au journal. Et moi, je regardais ça. Là, je m'assis en pratique. J'ai reconnu, c'était le père de Guy Lafleur. Régent Lafleur, avec son épouse. Fait que là, la pratique commence. J'ai dit, Monsieur Lafleur, je voudrais avoir les photos de votre gars. Il dit, inquiète-toi pas, le jeune, je t'arrange ça. tout a bien à donner. Et là, à la fin de la pratique, il dit, suis-moi. Parce qu'il y avait eu d'autres jeunes qui avaient rentré seuls avec le parent, mais il a fallu qu'ils quittent. Mais moi, j'avais mon, comment ça s'appelle, T'avais ton contact. Mon contact. Fait que là, j'approche, puis quand j'ai eu la faute de la fleur, écoute, là, c'était comme si ça serait, c'est fou, Seigneur Jésus-Christ, je capotais bien raide. Tu sais, c'était comme si c'était un fantôme. C'est lui qui t'a donné le... Direct. Il m'a donné son fantôme. C'était le dernier qui est sorti de la patinoire. Fait qu'il m'a donné je broyais, je capotais bien raide. Fait que on parle de souvenirs, c'est ça que au Forum, c'était les joueurs, et les anglophones aussi, là. Tu sais, Larry Robinson, Bob Gainey, Dryden. Mais c'est les francophones, c'était à Radio-Canada dans le temps. T'avais du hockey, t'avais joué de un poste. Ouais. C'était Radio-Canada 2 et le 6 à l'époque, là. Ouais. Qu'est-ce que je vais te dire, Colin? René Le Cavalier. Oui, puis ça, la soirée du ça, je les ai rencontrés, ces gens-là, Le Cavalier, Gilles Tremblay, Richard Garneau. C'était des gens, genre, c'était ton père est venu te rechercher, tu avais un bâton de hockey, tu avais une pratique de plus, il a dit qu'est-ce qui se passe? Ben, mon père est venu me chercher à midi moins quart. Il a dit, dis-moi ton bâton est à moi à cette heure. C'est ça. Non, c'était vraiment des beaux souvenirs. On va parler un peu à Philippe qui, Colin, est, je suis toujours là. Et d'une écoute généreuse. Je suis pas parti. Non, en fait, c'est parce qu'on a commencé, je voulais qu'on présente Louis, à savoir, tu sais, pour les gens qui le connaissent pas, qui il était. Mais là, on en vient à toi. Phil, t'as quel âge? Toi, t'es d'une autre génération que Louis. Moi, je viens d'avoir 29 ans. 29 ans. Et en fait, toi, t'es un jeune réalisateur. T'as même déjà un film à ton actif avant Louis qui s'appelait Albert et Allemand, 16 ans. C'est un documentaire sur mes arrière-grands-parents acadiens. C'est pas le même sujet que Louis, mettons. Mais il a gagné des prix, ce documentaire-là. Ouais, ça, j'ai gagné le prix du meilleur documentaire au Festival des films du monde en 2016. Cool. C'était mon premier
gros film, long métrage, documentaire, puis j'ai gagné. Fait que je m'attendais vraiment pas à gagner premièrement, là. Y est-tu disponible, ce film-là? Ben ouais, ça, je le vends en ligne, fait que. Il est sur Vimeo. C'est ça. Ouais, ça aussi, là. Fait que, cool. je vends des DVD aussi en ligne, tout ça, mais. Tu sais, les gens qui veulent le voir, ils vont où? Ben, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook, là, Philippe Frénotte-Roy, puis cool. je vais vous répondre, mais c'est ça. Fait que c'est un documentaire sur mes arrière-grands-parents acadiens, ça n'a aucun lien avec mon sujet sportif. Mais c'était juste te mettre en contexte. Puis bref, pour en venir au documentaire dont il est question en ce moment, comment t'as découvert Louis, comment t'as appris son existence, puis comment ça a amené à où a germé l'idée de faire hey Colin, je vais peut-être faire un film avec ça. Ben moi en partant, je veux dire, je suis un fan de sport depuis toujours, là, tu sais, je suis le Canadien depuis que je suis né, tu sais. Puis moi au cégep, je sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à écouter CKC, les lignes ouvertes, puis les émissions de sport, tout ça, puis tu sais Jean-Charles qui commençait dans le temps à CKC, tout ça. Puis moi c'est sûr que Louis il appelait souvent, fait que tu sais je sais pas, je le trouvais drôle, je le trouvais original, fait que ça m'a comme resté dans la tête, puis j'ai continué à écouter les lignes ouvertes comme ça les autres années, les 10 autres années après, puis... Qu'est-ce que Louis a qui fait que tu te souviens plus de Louis ou il se démarque peut-être des autres gens qui appellent dans les lignes ouvertes? Ben, je pense que sa voix est unique, tu sais, quand il appelle... Une couleur. Une couleur, ça, tu sais, comparé aux autres, je sais pas, il ressort par rapport aux autres, il y a l'expérience aussi, j'imagine aussi, la façon qu'il parle, tu sais, je veux dire, il est tout le temps prêt, des statistiques, tu sais, il y en a qui appellent plus pour chialer, il y en a qui appellent pour, tu sais, pour s'entendre parler, je sais pas, mais Louis, quand il appelle, il y a quelque chose de différent, quelque chose de, comme tu dis, plus coloré que les autres, mettons, là. C'est quel moment que tu as eu l'idée de faire un film précisément, si t'en souviens-tu? Ben, quand j'ai fini mon documentaire sur mes arrière-grands-parents, ça, je cherchais un autre sujet, puis, tu sais, en écoutant les lignes ouvertes souvent, je me suis dit, pourquoi pas faire un film sur Louis, parce que, tu sais, c'est quand même un sujet qu'on n'entend pas parler souvent, des lignes ouvertes. Tu sais, ça fait partie de nos vies aussi. Tu sais, ceux qui écoutent beaucoup la radio, ben, ça fait partie de sa routine, de notre routine, mettons, qu'on écoute des émissions de sport ou peu importe, là, ça peut être un autre, peut-être Radio-Canada, ils font pas de ligne ouverte, mais mettons, tu sais, d'autres sujets, mais, puis tu sais, c'est quand même des personnages, tu sais, je me dis, t'appelles à tous les jours comme ça, tu sais, c'est quand même je sais pas, c'est un côté, différent de d'autres personnes qui écoutent juste la radio, puis je sais pas, c'est quand même des personnalités connues, mais que on sait pas trop c'est qui. C'est pas quoi c'est ça. Fait que je voulais comme rentrer un peu dans cet univers-là. Comment t'es rentré en contact avec lui? Ben, grâce à Twitter, parce que tu sais, si j'avais pas eu Twitter, ça aurait pas été pareil, tu sais. Je veux dire, j'aurais sûrement pu contacter les animateurs, mettons, j'aurais pu demander, je sais pas, à Georges Larac, tu peux te donner le numéro de Louis, puis tu peux te donner le numéro de Madame Lise, tu peux te donner le numéro de, tu sais, ça aurait été faisable, mais ça aurait été peut-être plus compliqué, tu sais. Parce qu'il faut dire que Louis a suivi le courant de la technologie et c'était mis sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Et je pense que c'était même un peu comique parce que justement, dans le film, on va te voir des fois. Oui. Parce que la légende veut que Louis réponde à tout le monde, ou presque, sur Twitter, surtout, je pense. Twitter, oui. Et c'est quoi ton adresse Twitter? Louis Grégoire 10. Louis Grégoire 10. Et on voit des séquences dans le film où Louis est sur Internet, mais en fait, t'es à la bibliothèque de Ville-Mercier. Oui, ça, de Châteauguay. De Châteauguay. Donc là, les gens, si vous voyez tout le temps Louis à la bibliothèque, demandez pourquoi il ressort avec aucun livre, c'est parce qu'il s'en va sur Internet. Il s'en va répondre au courriel. Puis combien de temps, Phil, il reste? Parce que vous avez filmé là-bas. Combien d'heures par jour? Pour le tournage, je pense. Oui, non, mais Louis, il répondait combien de temps? Il était sur son ordi un bon bout, là. Ben, c'est quoi, 5 heures par jour? 4-5 heures par jour. Carrément. Ah oui. Parce qu'avant, j'ai commencé sur Facebook. Okay. Mais là, après, c'est là que Philippe, j'ai vu qu'il m'avait écrit. Fait que là, il m'avait expliqué tout ça dans sa affaire. Puis là, c'est Georges qui m'a fait rentrer. Il se doit en bac sur Twitter. Fait que là, en 2 ans, ça va faire, en 2016, j'ai 2800 personnes qui me suivent. C'est pas si pire. T'as combien de commentaires? T'es rendu quoi, à 40 000 commentaires en ce coin-là? Pas loin de ça. Ah, 40. En plus. T'avais 18 000 qu'on a fait le film. Fait que tu vas être rendu 40 ou 50 000 commentaires, ouais. Ah oui. Et puis c'était même toi que à chaque jour à un moment donné, il a fait que tu disais lui, je pense faut qu'on s'en aille là. Ouais, c'est ça, mais tu sais quand on a fait le tournage, dans le fond, on a fait Montréal au tout prix, je pense, c'est ça. Oui. Puis là après ben tu sais, je dis on continue la journée de tournage, on est allé dans le fond mettre les photos qu'on avait prises à Montréal au tout prix sur Twitter, puis on a passé tout le temps là-bas, que moi j'en ai profité pour filmer des shots de Louis à l'ordi, puis là à un moment donné il faisait noir, fait que j'ai dit on va faire d'autres shots le soir, fait que tu sais montrer que tu sais le temps passe puis on Caroline, ça vaudrait presque la peine que tu te payes un forfait internet à 5 heures par jour. C'est ça. S'il y a des commentaires qui nous écoutent, qui nous fournissent internet, Louis est un bon utilisateur. Ce qui est aussi très impressionnant de ton film en fait, c'est que tu le fais toi-même.
Oui. Et quand je dis toi-même, je parle de A à Z. Ouais. On parle de scénarisation, production, c'est-à-dire l'argent qui est sorti de ta poche personnelle, réalisation, caméra, son, montage, post-prod. Pas mal. Ça fait beaucoup de choses. Là. Ouais, la seule chose que j'ai pas fait, que je viens de nommer, c'est des métiers différents d'habitude. Ouais, ben, je pense, je sais pas, avec le temps, tu sais, moi, je fais des films depuis, du cinéma ou de la vidéo depuis que j'ai 13 ans. Fait que, tu sais, j'ai peut-être une quinzaine d'années, je fais ça. Fait que. Quand même. Puis j'ai beaucoup fait avec ma sœur quand j'étais jeune. Fait qu'on a beaucoup fait de projets à deux. On n'avait pas d'équipe à rien. Fait qu'on se débrouillait. Puis avec le temps, c'est sûr que, tu sais, en étant autodidacte comme ça, ben, on développe des techniques. Puis on dirait qu'avec le temps, je me suis habitué à travailler tout seul. Puis j'ai mes propres habitudes. C'est sûr qu'avoir une équipe, ça m'aiderait. Des fois, c'est sûr que c'est rushant. Mettons avec le son, même quand je fais une entrevue, mettons que la personne bouge un peu, mais là, faut que je réajuste ma caméra en pensant c'est quoi ma prochaine question, son son est-il correct, tu sais. C'est sûr que c'est un peu risqué faire un film comme ça. Mais en même temps, t'as une certaine liberté aussi que tu contrôles tout. C'est ça, j'ai pas genre OK, demain on a une entrevue avec Louis, mais tu travailles-tu, t'es-tu disponible, telle date, tout ça. Fait que moi je suis prête, j'y vais, puis je pars avec mon sac puis mon trépied, puis tu sais. D'ailleurs, une affaire que je trouve très intéressant comme notion, surtout dans le documentaire qui est un genre qui est différent de la fiction. Ça reste que du documentaire. Je sais que les gens sont souvent étonnés d'entendre ça, puis des fois déçus, entre guillemets. Mais le documentaire demande un minimum de scénarisation. Les gens pensent que c'est filmé puis que c'est improvisé, mais ça donnerait, si c'était le cas, un mauvais film, parce que faut que ça se tienne, faut qu'il y ait un minimum de narratif à travers le film, comme il est dans le documentaire sur Louis. Comment t'as scénarisé ce documentaire-là, puis qu'est-ce que tu as appris dans ce processus-là pour des jeunes qui écoutent en ce moment, des jeunes réalisateurs qui se disent « je veux faire du documentaire, mais là, je sais pas par où commencer, scénariser un film. » Comment t'as procédé? C'est sûr qu'il faut pas que tu te fasses d'attendre nécessairement quand tu fais un documentaire, tu pars de zéro, tu n'as pas de scénario justement comme préécrit, tu sais, de où tu t'en vas, tu sais. Moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que je fais un plan de base, dans le fond, des sujets principaux que je veux parler, tu sais. Ouais. Dans le fond. Qui, dans ce cas-ci, était? Les lignes ouvertes, dans le fond, tout ce qui englobe les lignes ouvertes. Les thématiques que tu voulais toucher. C'est ça. Au début, je partais au début de la carrière de Louis, dans le fond, comment ça a commencé, c'est quoi sa passion, qu'est-ce qui le drive, parler un peu de sa relation, dans le fond, avec les animateurs, ce qu'on apprend dans le film à connaître, là, tu sais, comment que les animateurs deal avec les auditeurs, puis même, à la limite, deviennent amis avec, t'sais. Fait que, il y a ce côté-là, vraiment aussi comment que lui voit, c'est quoi sa routine de vie, des choses comme ça, tu sais. Fait que j'ai comme fait une liste un peu de sujets principaux, que après je fais la première entrevue avec Louis, que dans le fond c'est un peu la base du film. Je fais la première, dans le fond c'est ma méthode, dans le fond je travaille comme ça, là, tu sais. Je commence l'entrevue principale, je commence avec ça, fait que ça me donne un peu la base, ou tu sais des fois ça me donne d'autres idées on pourrait aller par là, tu sais. Ouais. Fait que là après j'ai suivi Louis un peu dans sa routine d'aller au McDo, je pense le lendemain on était au McDo. Filmer avec ses amis en train de déjeuner, parler de hockey. Après, on était à Montréal au tout prix voir Georges puis Gonzo. Je l'ai filmé en train d'appeler à Gilbert Delorme. C'est un peu ça. Dans le fond, je pense que la scénarisation, c'est qu'il faut que tu aies un plan général. C'est ça. Mais que tu laisses les blocs un peu lousses pour à savoir ce qui va arriver. C'est ça, parce que tu sais, il y a des choses qui ont changé. Moi, au début, je voulais faire un film sur Louis, tu sais, faire 15 minutes, genre 15-20 minutes sur Louis, tu sais. Puis je voulais pas vraiment embarquer dans d'autres auditeurs, puis de me perdre un peu là-dedans, mais finalement, ça, je sais pas, en faisant le film, j'ai comme vu qu'il y avait d'autres choses intéressantes qui pourraient se passer, puis d'autres sujets qu'on pourrait aborder, tu sais. Fait que, puis il y a d'autres auditeurs aussi intéressants, tu sais, il y a le Père Noël du poker que lui, c'est un flyer, tu sais. Je trouve ça intéressant de le mettre dans le film. Décris-nous le personnage pour ceux qui lui, c'est un flyer. Lui, quand il appelle, il crie, puis tu sais, il fait vraiment un show, là, tu sais. Il est littéralement déguisé en Père Noël. Ouais, c'est ça. Il casse avec une sirène, puis il cale une Budweiser en même temps. C'est ça. Puis tu sais, quand je suis allé chez lui, tu sais, ça, dans le fond, je l'ai encore contacté sur Twitter, je le connaissais pas, puis j'ai expliqué un peu le concept du film, tout ça. Puis lui, il m'a dit, OK, c'est beau, viens telle date chez nous dans les Laurentides. Tu sais, il me disait même pas l'adresse, c'était comme un peu, tu sais, je me dis, OK, pourquoi il me donne pas l'adresse? Vraiment, comme il m'a dit ça, genre le jour même, genre, j'étais à telle place, tu sais. Fait que c'est ça, je pense un jeudi, je montais là, puis ça ramène dans une montagne perdue, puis il me demande avant de partir, t'as-tu des chaînes après tes tailleurs? Puis là, je croyais quasiment, mais finalement, c'est une joke, t'sais. Mais tu sais, quand je suis arrivé là, j'avais aucune idée à quoi qu'il ressemblait le gars, tu sais, c'est comme dans une montagne, c'est une top, tu sais, vraiment perdue, tu sais. Puis moi, j'ai toujours vu en Père Noël, tu sais, fait que là, j'ai dit, OK, c'est lui, le gars, tu sais, fait que là, je descendais avec lui dans la cave, puis il s'est mis là, j'ai filmé en train de mettre son soude de Noël, puis tu sais. Puis vraiment, tu sais, dans lui, sa routine, c'est vraiment aussi de faire des vidéos d'avant-match. Fait qu'avant chaque match, ou presque, là, ou avant chaque événement sportif, il fait un genre de capsule sur Twitter, puis il raconte
je sais pas, il fait son speech ou même il encourage les joueurs, mettons que c'est carbes à booster. Il est amené, c'était sur Plekanec dans le film, justement, il encourage Plekanec, puis là, il ferme ses rideaux, il me passe la lumière, puis il est dedans, là, tu sais, il fait son vidéo. Y a-t-il une scène qui a été peut-être la scène la plus difficile à tourner? Ça a-tu été celle avec Ron, peut-être? Ben, c'est sûr qu'avec Ron, ça serait simple, parce que Louis savait pas qu'il y avait une surprise pour lui. Ouais, c'est ça, parce que pour mettre en contexte, une des scènes finales, c'est Louis qui va à l'émission de Ron et qui se fait remettre un trophée pour célébrer sa carrière, en guillemets, là, je sais pas si t'as-tu un nombre d'années ou un nombre d'appels. 45 ans. Ça. 45 ans d'appels téléphoniques. Puis là, mais ça, c'est tout toi qui as organisé ça. Ouais, c'est ça. A commencé par la fabrication du trophée. C'est ça. Mais justement, c'est un bon exemple de scénarisation que je peux pas prévoir dans le fond. Dans le film, c'est un peu comme la scène finale aussi que tous les auditeurs se rassemblent. C'est des choses que, en faisant le film, tu dis, on pourrait aller par là. Pis, fait que Lou, dans le fond, quand j'ai fait le film, je me disais, je cherchais une scène finale qui punch. Fait que je me dis, pourquoi pas faire vraiment la rencontre des deux kings, Ron puis Louis, puis qu'il y ait vraiment comme rendre hommage à Louis dans le fond. Fait que dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait dans le film, je voulais qu'il y ait des personnalités connues qui parlent de Louis aussi, pour lui donner de la crédibilité aussi, pour que pas quelqu'un qui connaît pas Louis, qui voit le film, qui fait genre ben là c'est juste du monde qui se connaissent entre eux puis ils se croient vedettes, mais je voulais qu'il y ait des personnalités connues qui appuient ça, fait que c'est pour ça que là j'ai contacté Richard Z. Sirois parce que je savais qu'il était dans la ligne ouverte. J'ai contacté Réal Bélan dans le fond qui a fait aussi une petite entrevue dans le film. Fait que c'est ça, fait que Richard Z. Sirois, quand j'ai fait son entrevue, il travaille dans le fond, je pense que c'est genre directeur d'une entreprise de trophées. Fait que là, j'ai parlé de l'idée, de faire une scène finale puis un peu un hommage à Louis. Fait que lui, il dit, hey, gars, j'embarque avec toi, tout ça. Fait que moi, j'ai acheté un téléphone, dans le fond, au marché aux puces, puis j'ai tout peinturé en rouge. Un téléphone rouge, comme on dirait celui de Batman. C'est ça, vraiment un vieux téléphone un peu années 80, je voulais faire un peu, c'est ça, ben, quasiment. Pas à roulette, non, il est vraiment un piton, mais années 80, peut-être, là, Puis, je l'ai peinturé en rouge, tout ça. Puis, là, j'ai donné le téléphone à Richard. Dans le fond, c'est le téléphone que sur le poster, là. J'ai pris le même téléphone. Puis, Richard, lui, a pris ça, il a donné ça à son graphiste, tout ça. Puis, on monté vraiment un beau trophée pour Louis. Puis, toi, t'es passé chercher le trophée, sauf que toi, Louis, c'est toi, t'es le lift aussi de Louis. C'est t'es ça. pas juste le réalisateur. Un autre affaire, c'est toi les transports. T'es allé chercher Louis, mais toi, t'avais le trophée dans le char. Ben, c'est ça. Fallait pas que Louis le voie. Non. Ben, c'est ça, l'affaire, c'est que le jour même, c'est le 16 mars, je pense, l'année passée, puis Richard Z venait juste de finir le trophée, il est allé porter le trophée à ma job directement, parce qu'on faisait dans le fond, le spécial avec Ron le soir même, fait que j'avais pas le choix d'avoir là. Puis Richard était vraiment en fin, il est allé le porter à ma job direct. Moi, après, je suis parti le soir chercher Louis chez eux. Moi, j'avais tout mon stock de caméras, mais j'avais le trophée aussi, tu sais. Puis Louis a jamais vu ça. C'est ça. Fait que là, moi, j'étais arrivé, puis Ron, on dirait qu'il se souvenait plus trop qu'on faisait comme un hommage à Louis, tu sais. Moi, j'étais arrivé avec Louis le soir même, t'es comme, ok, ouais, c'est vrai, on a ça, tu sais. Fait que là, à un moment donné, je savais qu'il restait une pause avant qu'on fasse notre bloc, tu sais. Fait que là, je suis rentré dans le studio, pendant l'annonce, j'ai dit, gars, Ron, j'ai un trophée pour Louis, tu peux-tu, comme, le sortir pendant l'entrevue, puis le remettre, puis tu sais. Puis il a super collaboré dans le fond pour faire ça, mais moi ça serait simple parce que j'avais le trophée dans les mains dans un sac. Puis là Louis me suivait, tu sais, j'espérais qu'il pense que c'est du matériel de film puis que ça paraisse pas, tu sais, fait que finalement ça passait comme du beurre. Mais en plus comme si c'était pas assez, Louis était plus sûr de vouloir y aller ce jour-là. Ben c'est ça, aussi, il y avait de la neige, mais il y avait de la neige aussi qui s'était passé, fait que tu sais c'est comme un c'est ça. Moi, ça me stressait parce que, tu sais, que la scène soit annulée, parce que tout était écrit sur le trophée et tout ça. Fait que finalement, avec la neige, ça a bien été. On a trouvé une place de parking comme 1000 fois à côté de la station, là, mais. Vous êtes envenus puis ça a fonctionné. Ouais. Si t'avais, un conseil pour les jeunes réalisateurs qui veulent faire du documentaire, ce que t'as appris de tout faire, cette affaire-là tout seul, ça serait quoi? Ben, c'est vraiment pratiquer, je veux dire, d'essayer des choses, moi, je pense, je sais pas ben, peut-être avec l'expérience, si j'ai réussi à avoir un genre d'idée globale de qu'est-ce que je veux faire aussi, je le vois le film dans ma tête, là, tu sais. Tu sais, ça aide en partant d'avoir un l'angle de qu'est-ce que je veux montrer, qu'est-ce que je veux pas montrer, tout ça. Fait que, c'est sûr que des choses en faisant le documentaire que des fois, je sais pas, j'avais une idée, mais finalement, ça tombait à l'eau, tu sais, des choses comme ça, tu sais. Mais, moi, je pense que c'est vraiment d'avoir une bonne idée globale de qu'est-ce que tu veux faire, avoir bien se préparer. Vraiment visualiser c'est quoi le film, le ressentir dans le fond aussi, là. D'avoir un bon feeling, de pas se pitcher sur quelque chose puis tu sais pas trop où tu t'en vas, tu sais. Tu sais, moi, j'avais un bon filon, je savais que Louis, c'est un super bon personnage, dans le fond, que c'est quasiment une mine d'or, je savais qu'on allait avoir un bon sujet avec ça, fait que, en partant, tu sais, je suis parti avec la confiance que le projet allait sûrement bien se passer, tu sais. Puis il était super collaboratif, là, Louis, embarqué tout de suite, puis
peu importe ce que je lui demandais de faire, il embarquait. Puis ça... C'est un sujet qui était proche de toi aussi, émotivement. Ben, c'est ça aussi. C'est sûr que ça a marché. T'as aussi travaillé pour le Canadien, comme Louis. Pas dans la même section, mais d'ailleurs, c'est pour ça que je connais Jack Han, qui est passé au podcast pour les auditeurs qui l'ont entendu. Mais ça, je voulais que tu m'en parles parce que c'est intéressant parce que parle-moi un peu de ça. En fait, c'est la vision du Canadien en grandissant à Montréal, tout ça, la marque, là, qu'est-ce que ça représente versus quand tu as travaillé là, quand t'as vu peut-être l'arrière-scène aussi, de tout ça, puis quand ça devient un job, parle-moi de ça un peu. Ben, tu sais, à moi, en partant, je veux dire, genre, à l'adolescence, j'étais vraiment un fan fini, débile du Canadien, là, religieux, là, quasiment, là, que j'enregistrais les games, j'ai réécouté, là, tu sais, à ce point-là, là, tu sais. Puis, à un moment donné, j'étais à l'université, justement, en cinéma, puis, tu sais, en tout cas, à l'université, je trouvais que j'avançais pas bien, dans le fond, je trouvais que j'apprenais plus par moi-même, tu sais. Ouais. Puis, je pense que c'est au début de la troisième session, je vois une annonce, dans le fond, c'est une offre d'emploi canadien pour WebMess, dans le fond, intégrateur web. Ouais. J'avais étudié là-dedans au cégep, fait que je me dis, gars, je peux pas manquer cette chance-là, le Canadien de Montréal, là, je m'en fous, tu sais. Fait que là, j'ai appliqué, dans le fond, j'ai envoyé mon CV, tout le kit. 2 semaines après, je reçois une convocation pour un job. Je passe l'entrevue, ça se passe super bien. Il me rappelle le lendemain, il dit si tu lâches l'université, on te prend. J'ai lâché l'université tout de suite. Fait que t'as même pas hésité? Ah non, aucunement hésité. Là. J'ai reçu l'appel, je pense, un cours du soir, puis je suis plus jamais revenu à l'université. Après, je suis parti. Puis qu'est-ce que tes parents disaient de ça, que tu lâches l'université? Ils m'appuyaient là-dedans, le Canadien. Ils savaient que j'étais un fan fini. Là, je veux dire, c'est la job de mes rêves. J'aurais plus jamais imaginé ça dans ma vie de travailler pour le Canadien. T'sais. Puis le fait que là ça arrive, que je peux pas dire non, là, tu sais, je veux dire. Que ce soit webmaster ou non, peu importe, j'aurais pu décoller des bandes, des gommes en dessous des bancs pendant les games, j'en fous, là, j'aurais à ce point-là. Ouais, vraiment, j'aurais pu faire ça bénévole, là, tu sais, je veux dire, j'étais vraiment là Canadien de Montréal, là, tu sais, c'est. Ah, oui. Bref, fait que t'as lâché l'université, fait que c'est ça. Fait que je suis rentré là, mais j'ai vraiment vécu le rêve, tu sais, les premières années, là, tu sais, de voir, d'assister à tous les matchs comme ça, puis faire ben, dans le fond, je m'occupais des médias sociaux aussi pendant les games, tu sais, mettons, quand il y avait un but, mais là, je postais le but, mettons, sur les médias sociaux, tu sais, puis on s'occupait pendant du site aussi. Moi, je m'occupais du site en général dans le quotidien. Pendant les matchs aussi, je faisais les matchs, que je voyais une trentaine de games sur la galerie de presse, puis tu sais, moi, je tripais, là, tu sais, je croisais les joueurs. À un moment donné, il y avait Sidney Crosby qui était blessé, qui était assis à côté de moi pendant toute la game, tu sais, c'est comme des choses que, en tout cas, c'est vraiment un rêve. Et as-tu parlé? Non, j'ai pas parlé. À un moment donné, j'ai failli t'y parler, mais mon boss me retenait. Il dit, va pas y parler, tu sais, comme garder un peu le côté professionnel, tu sais. Mais, en tout cas, fait, c'est sûr que, première année, tu sais, je tripais, c'est Canadien, tout ça, c'est vraiment, vivre, dans le fond, la vie que les joueurs vivent, tout ça. Puis même, après la deuxième année, mais là, j'ai commencé à faire de la caméra. Dans le fond, mon boss, il dit, ben, t'es capable de filmer, fait que, on va te faire les échos de vestiaire. Fait que là, j'ai commencé à faire des échos de vestiaire, tout ça. Fait que, tu sais, j'étais vraiment près des joueurs, puis encore là, je trippais, parce que, tu sais, je suis proche des joueurs comme ça, tu sais. Ouais. Fait que là, en tout cas, au fil du temps, j'ai commencé à écrire tout ça. Fait que j'ai vraiment commencé à avoir quand même pas mal de tâches à accomplir, tout ça. J'ai même fait Youpi à un moment donné, une couple de fois. Non! Oh, ben, c'est plus pour dépanner, je pense, là. Les deux gars, ils étaient malades. Ben, c'est pas pendant les games, c'est genre, mettons, pour dépanner, genre, à un moment donné, il y avait une photo, genre, à prendre avec Chris Nyland pour les dons de sang, mettons. Fait que là, j'étais déguisé en Youpi avec Chris Nyland, sa photo. À un moment donné, je pense qu'il y avait des Olympiades, je pense, pendant les Olympiques de 2012. Puis il fallait que Youpi fasse l'arbitre, genre, pour les Olympiades. Fait que là, moi, j'étais déguisé en Youpi. Puis il y avait comme genre Subban qui me sautait dessus, qui pensait que j'étais vrai Youpi. Moi, je connaissais pas Subban. On va dire que la description des tâches que tu nommes est tellement large, c'est sûr que t'étais sous-payé. Ben, c'est ça, ben, en tout cas. C'est ça qui arrive, qu'à un moment donné, t'as beaucoup de tâches, puis c'est des heures de fou, tu sais. Puis. Tu travaillais combien d'heures? Ben, ça peut être 50, 55 heures, 60 heures, tu sais, des fois. Ça dépendait des nombres de matchs que je faisais, tu sais. Parce que, dans le fond, l'horaire, c'est que, mettons, il y a un match, t'arrives à 10h le matin, puis tu finis après à minuit, 1h, tu sais. Fait que c'est des... T'étais sur la route aussi, avec les gars? C'est ça. Fait que, à un moment donné, quand je filmais tout ça, j'écrivais, fait que je partais sur la route avec les joueurs. Mais tu sais, malgré le fait qu'il y avait des côtés négatifs comme ça, que c'est des grosses journées, puis ça, à un moment donné, ça devenait trop, mais il y avait quand même des bons côtés de, tu sais, tu pars en avion avec les joueurs, dans l'avion des joueurs, tu sais, c'est fou, là, tu sais, j'aurais jamais, il y a pas grand monde qui peut vivre ça, là, tu sais, à part des journalistes, mettons, mais
c'est moi un gars qui est rentré là pour faire du web, que je filmais puis que j'écrivais. Tu sais, je partais sur la route, mettons au match des étoiles, mettons à Columbus, mais là je suivais Price pendant une soirée, je le marquais, je le filmais, puis tu sais, je le suivais partout. J'étais dans l'autobus des joueurs, mettons, je suis assis à côté de Roberto Luongo, tu sais. Des choses comme ça, tu sais, j'aurais jamais pu vivre ça. C'est quoi ton meilleur souvenir d'avoir travaillé pour le Canadien? Ben, il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est vraiment au quotidien d'être proche des joueurs comme ça, tu sais, puis tu sais, c'est sûr d'écrire mon premier texte de match un samedi soir, 15e Maple Leaf, tu sais, ça c'est quand même un souvenir que je vais tout le temps garder, tu sais, que c'est moi un samedi soir qui écrit le texte francophone pour canadien.com, tu sais. Un match canadien Maple Leaf, c'est quelque chose quand même de gros. En tout cas, c'est un souvenir comme je me souviendrai toujours, mais c'est sûr que tous les voyages là, c'est quel joueur? Est-ce qu'il y a des joueurs desquels t'es devenu proche ou Ben pas vraiment. On est quand même loin des joueurs en général. On n'est pas. C'est quels les joueurs qui t'ont laissé les meilleures impressions que tu ben c'est sûr que mettons Brandon Gallagher, il est tout le temps en fin que tout le monde. Il est tout le temps disponible, il est tout le temps tout le temps prêt à répondre aux entrevues, tout ça. C'est sûr que Subban, lui, quand je le voyais, c'est sûr que lui aussi, il est fin que tout le monde, mais tu sais, c'est une autre personnalité aussi, là. C'est extravagant, puis il est rentré dans l'avion avec un chapeau de cowboy, puis tu sais, Subban, c'est Subban aussi, là, tu sais. Ouais. C'est à quel moment pour toi que t'as un petit peu déchanté, puis Ben, je pense que c'est vraiment que le temps que c'est devenu peut-être trop à un moment donné, tu sais, je pense que j'avais fait j'aurais jamais pensé dire ça, mais à un moment donné, je pense que j'avais fait le tour aussi, tu sais, T'étais là combien de temps? Ben, 5 saisons. Fait que, quand même. C'est ça. Puis à un moment donné, je pense que c'est vraiment la surcharge de travail, tout ça. Puis à un moment donné, tu deviens que c'est plus peut-être aussi le fun, ou peut-être t'as moins le côté enchantement du début, tu sais, de voir ailleurs, j'étais à côté d'un tel, puis Price, tu sais, je veux dire. D'un côté, peut-être plus de routine à un moment donné qui embarque, puis on dit tu vois plus clair, ou tu sais, même à la limite, je suivais même plus les matchs de la Ligue nationale. Dans ma vie, moi, j'ai toujours suivi tout ce qui se passait dans la Ligue nationale, mais je suivais moins les matchs. Non, ça, c'est comme, c'est rendu trop, c'est ça. Puis tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, peut-être à un moment donné, temps de tourner la page ou tu sais, faire autre chose, mais tu sais, je veux dire, ça va rester dans ma tête toute ma vie quand même, travailler pour le Canadien de Montréal, tu sais. Même malgré le fait que c'est une business, puis tu sais, c'est une religion, puis que tu sais, il faut qu'ils entretiennent ça aussi, ce genre de... C'est sûr que cette année, ça va pas bien, tu sais, ça doit être un peu plus difficile dans le marketing, tout ça, mais tu sais, malgré tout ça, c'est quand même une super belle expérience, tu sais. Je voulais savoir aussi, parce que tu sais, on parle du film, tu parles des lignes ouvertes, tu touches à plusieurs thèmes, puis il y a un thème qui est clairement abordé pendant le documentaire, puis qui est au cœur même à un certain moment, c'est la solitude. Tu sais, c'est les gens qui appellent. Tu sais, lui, il a dit, moi, j'ai choisi de faire ça, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant. Puis les gens en parlent. Puis bon, bref, c'est abordé. Il y a une affaire que moi, je me demandais du film, c'est la seule question qui me restait, mettons, après le visionnement, c'était... Toi, qu'est-ce que t'en penses? T'sais, parce que le film finit, puis je me suis dit, t'as comme un peu mis les pièces du puzzle là, puis tu le laisses un peu au spectateur. Tu sais, souvent un documentaire, il va t'emmener vers un endroit où il veut, le réalisateur te fait part de son point de vue à travers ses images, à travers. Et toi, qu'est-ce que tu sais un peu, c'est quoi que tu voulais que les gens retiennent du film, dans le sens que, est-ce que tu trouvais ça bien, est-ce que tu trouvais ça cool, tu sais, les personnages qu'on présente, est-ce que tu trouvais ça sain, malsain, que les gens appellent autant? Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu voulais dire, dans le fond, avec le film? Ben, ça dépend des gens, tu sais, je veux dire, tu sais, comme, mettons, le Père Noël, je prends par exemple, tu sais, lui, c'est vraiment, il souffre pas de solitude, lui, il appelle faire un show, tu sais, quand il appelle, c'est extravagant, il crie, puis tu sais, c'est vraiment, Père Noël, il appelle, tu sais, lui, son but, c'est de faire le show, dans le fond, tu sais, il y en a qui appellent pour s'entendre parler, ou tu sais, un peu comme Alain Chantelois qui dit dans le film, il dit, il y en a qui appellent pour s'entendre parler, puis tu sais, c'est juste peut-être pour s'extérioriser, tu sais, mais moi, je pense que ça dépend du monde, tu sais, il y a Madame Lise, qu'elle est peut-être plus solitaire, dans le fond, qu'elle dit dans le film, puis elle avoue elle-même que, tu sais, elle est toute seule chez elle, puis c'est ça. C'est ça, puis elle dit que c'est quasiment comme une thérapie quand elle appelle, puis tu sais, c'est le fait de parler du sport à quelqu'un, puis d'avoir un contact humain, tu sais. Mais tu sais, je pense. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de ton film, tu sais, au final, en sortant de la salle? Ben, je veux que le monde retienne que c'est une communauté, tu sais. Même si on dirait que c'est toutes des personnes peut-être plus individuelles qui appellent, mais ça reste que c'est une communauté qu'ils réussissent à avoir un contact entre eux, même par les médias sociaux, surtout aujourd'hui, tu sais.
Tu sais, Louis, je pense que t'as comme beaucoup de monde qui te parle sur les médias sociaux, tout ça. C'est vraiment rendu une communauté, tu sais. Il y a même le boucher de Candiac à la fin du film qui dit ça, qu'on peut se parler de sport n'importe quand, tout ça. Moi, je pense que c'est pas mal ça, peut-être le point à retenir, que à l'œil comme ça peut être, ça peut paraître comme des gens seuls qui sont solitaires, tout ça, mais en bout de ligne, ça reste que ça rassemble les gens, tu sais. Puis c'est un peu ça le wrap-up dans le fond de la fin du film, c'est que tout le monde se rassemble, puis on regarde une game des séries, puis on en parle, puis c'est justement ce qui est drôle aussi à observer, que les gens dans le film à la fin ils se voient pour la première fois aussi, tu sais. C'est comme ok, t'es comme Louis qui rencontre Tino, puis c'est pas c'est qui, tu sais. Fait que c'est vraiment, je pense que c'est peut-être dans le film il y a une petite partie qu'on parle de solitude, tout ça, avec Madame Lise, tout ça. Tu sais, je voulais comme l'aborder un peu. C'est sûr que c'est une question qui peut être posée par certaines gens qui connaissent pas les lignes ouvertes, tout ça, mais y a-tu des sujets que t'as pas abordés dans le film que t'aurais aimé aborder? Je penserais pas. Je pense que j'ai pas mal fait le tour du sujet. Tu sais, peut-être il y a des sujets comme tu disais, la solitude, j'aurais peut-être plus poussé là-dedans, mais je voulais pas non plus que ça soit un film dramatique. Je voulais que ça reste un film quand même. C'est ça. Puis je voulais pas que, tu sais, moi je trouvais ça le fun de garder ça aussi léger, puis tu sais, pas que ce soit une comédie, mais tu sais qu'on prenne ça léger. Tu sais, c'est ça. Le monde appelle pour le fun aussi. Tu sais, il appelle pas pour en déprimer non plus, tu sais. C'est du sport, c'est drôle. Je rebondis avec ça sur Louis. Tu sais, Louis, toi, tu t'en as parlé, t'as pas eu de blonde, d'enfant. T'as fait ça à temps plein, tu sais. Est-ce que t'as des regrets à ce niveau-là où tu dis, hey, j'échangerais peut-être une couple de milliers d'appels contre une famille aujourd'hui? Tu sais, c'est-tu un... Tu vois ce que je veux dire? Non, mais moi, qu'est-ce qui est arrivé là-dedans, c'est que... Mais peut-être différent des autres auditeurs, c'est que moi, oui, il y avait des soirs qu'il n'y avait pas d'événement. T'es chez vous tout seul, c'est normal. Tu regardes un gars comme Ron Fournier, il est dans son studio, mais il est seul. Il est pas, oui, il y a un réalisateur, mais dans son environnement de travail, il est seul. Fait que quand tu appelles de chez vous, c'est normal que c'est une conversation un à un, mais moi, qu'est-ce qui était différent des autres, c'est que moi, j'allais aux événements. Fait que j'étais jamais seul. Moi, j'aimais le public, j'aimais parler, j'aime ça, renseigner des gens. Fait que c'est ça, moi, qui m'a aidé, c'est que là, en plus d'appeler, des fois, je partais, je finissais de travailler, je m'emmenais chez nous, puis j'appelais à Jérémy Filosa. Fait qu'il me voyait, il m'avait vu au match, j'avais parlé aux gens, j'étais pas tout seul. Fait qu'il me connaissait, fait que moi, j'étais avec le public. Fait que c'est ça, moi, j'aimais ça, le contact. Moi, c'est ça qui a fait ma force, que peut-être différent de Madame Lee, mais Madame Lee, elle est très bonne. Mais c'est sûr que moi, j'étais dans le bain. Je voulais pas être seulement chez nous dans le salon. Puis sans connaître personne, mais moi je voulais connaître du monde, je voulais parler. Puis est-ce que tu te considères dépendant aux lignes ouvertes? Dirais-tu ça? Ben oui, c'est le fun. Non, je veux dire, je sais pas de le tourner négativement. Je veux juste dire dans le sens que c'est tellement une partie importante. Peut-être au début, oui, mais là depuis quelques années, comme Philippe disait, on se rencontre des auditeurs. Donc là, ça crée des rencontres humaines. Ça crée des rencontres. Et même aussi, mais quand j'étais placier, le Père Noël, on le voit dans le documentaire, je suis placier, puis il vient me voir à ma section. Fait que c'est ça, moi, même, j'avais déjà connu des auditeurs, autant en anglais qu'en français, qui venaient me voir sur place. Parce que, moi, le contact, là, c'est toujours ça qui a fait ma force. Aussitôt que je vois du public, puis vous parlez une chose, moi, ça me donne de la drive. Puis même les lignes ouvertes, j'ai oublié de te le dire tantôt, en 2006, j'ai eu des problèmes, je le dis dans le documentaire, j'ai eu un cancer, puis moi, je dis que les lignes ouvertes m'ont sauvé de mon cancer. Mais plus encore, de quelle manière ça t'a sauvé? Ben, je veux dire, quand j'ai eu mon cancer, là, c'est sûr que là, qu'est-ce qui m'a aidé aussi, c'était pas métastase, mais c'est que avant d'aller me faire opérer, ou quand je suis revenu de l'opération, j'ai dit à l'infirmière, parce que je savais le soir que mon idole, Peyton Manning, jouait le jeudi soir. Je le savais parce que le Thursday night, le football, le jeudi soir, il y a toujours un match. J'ai dit, allumez-moi la télévision. L'infirmière voulait pas. Elle dit, non, monsieur, on peut pas. Non, si ça me prend ça parce que là, j'étais intubé de partout, puis là, tu paniquais, mettons. Là, tu savais pas. Je dis, allumez-moi ça pendant 15-20 minutes. Puis ça m'a calmé. Puis là, c'était un événement sportif, c'était mon idole. Puis les lignes ouvertes, puis les gens aussi ont été très gentils pendant ma convalescence. Tout le monde, tous les médias, s'inquiétaient pour moi. Fait que ça m'a vraiment aidé. C'est ta communauté. Oui, c'est ça. Je n'avais pas eu ça, là. Je sais pas, j'aurais passé en travers. C'est beau quand même d'entendre. On entend dans le film aussi, tu sais, c'est à quel point c'est important pour lui aussi. Là, exact, pour tous les gens. Puis d'ailleurs, anecdote à ce sujet, Louis, je sais pas si c'était récemment ou c'était dans les derniers mois, Phil, tu me racontais, pendant une semaine ou je sais pas quoi,
Louis a pas appelé la radio de la semaine. Ouais. Et les gens s'en sont inquiétés. Raconte-moi, je pense que c'était Gonzo ou Lara. Ben, c'est ça, parce que, tu sais, moi, dans le fond, la présentation du film, c'est le 26. Oui. Puis on était comme genre je sais pas, mettons le 15 dans ce coin-là. Puis il y a comme pas de nouvelles de Louis depuis 2 semaines, là, tu sais. Là, je me dis, le film sort dans 2 semaines, pas de nouvelles de Louis. Qu'est-ce qui se passe? Puis à un moment donné, ça s'est mis un peu à paniquer sur Twitter. Il y a beaucoup de monde qui écrivait des messages. Et où Louis, es-tu correct? Puis justement, il y a du monde qui s'inquiétait. Écoutons, y a-tu un cancer? Puis il l'a pas dit. Il est tombé dans son appartement. C'est ça, puis, fait que c'est ça. Fait que là, on commençait à stresser un peu. Puis même, il y a Georges Larac qui en parlait à l'émission. Louis, il est où? Tout ça. Fait que... Puis 2 semaines de temps, Louis qui appelle pas, ça c'est rare, tu sais, depuis qu'il appelle depuis 45 ans. Puis quand t'as pas de nouvelles, 2 semaines, c'est un peu louche. Fait que là, moi, dans le fond, dans le processus du tournage, j'avais eu contact de sa sœur, dans le fond. Au début, je voulais faire une entrevue avec elle, puis ça tombait à l'eau, tu sais. Puis, fait que j'avais comme son contact. Fait que j'ai communiqué avec sa sœur. J'ai demandé, écoute, Louis, es-tu correct? Tu sais, on s'inquiète, tout ça. Puis elle m'a répondu ce soir même qu'il y avait une bronchite. Bronchite. Il avait plus de voix, il s'est fait enlever son instrument de travail. Ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, grâce à sa sœur, on a comme réussi à avoir un feedback de Louis. Fait que là, moi, t'as rassuré qu'il était correct, puis tu sais, il est en santé. Ben, il est en santé. Il était pas, c'est pas grave, mettons, là. Parce que t'es rendu ami avec les animateurs. Georges Larac, qui est passé te chercher. Non, Georges est bien gentil. Georges puis Gonzo, faut dire que depuis 3 ans, eux autres, ils me font bien la publicité. Faut dire que quand le 91.9 a commencé, ça fait 3 ans, c'est que c'était l'année que Denver, le Manning, c'est parce qu'il prenait un autre Super Bowl pour être reconnu. Parce que dans le football, les commentateurs aux États-Unis, ça prend au moins 2 Super Bowls pour être reconnu parmi les meilleurs. Fait qu'il en manquait un parce qu'il avait gagné un avec les Colts, puis il en avait perdu 2. Fait que quand c'est arrivé, là, Manning a gagné son Super Bowl. Et c'est là que tout est arrivé. George est arrivé en même temps, puis j'aimais bien George Donaldson, c'est avec les Blue Jays. D'ailleurs, c'est tout un joueur de balle. Ben oui, mon joueur préféré personnellement des Blue Jays. D'ailleurs, ils viennent au Centre olympique 2 fois. Tu y vas-tu? Oui. 26 et 27 mars. Oui. 2018. Bon, peut-être que l'épisode va être passé par ce temps-là, mais à chaque printemps, ils viennent faire leur game pré-saison. Bref, c'est devenu des amis, là, les animateurs. Georges est déjà allé te chercher chez vous pour t'amener en studio. Oui, mais ça, parce que moi, évidemment, j'imite un peu Roger Brulotte, parce qui connaît pas Roger Brulotte. Ben oui, en disant Peyton, ouais, ça. Peyton, mais lui, il disait pas Peyton, mais c'était plus les joueurs de baseball. Vladimir, puis il répète les prénoms. Fait que moi, j'ai commencé ça avec Donaldson. Puis là, Georges, lui, il était impressionné. Puis Georges, il sait le baseball. Stéphane Gonzalez, lui, il aime tous les sports. Ouais. Fait que là, quand il a commencé avec Georges en septembre 2015, il dit que ce gars-là, il capote bien raide, il dit, moi, il m'intéresse. Fait que là, j'ai commencé avec Donaldson, le Peyton a suivi, puis quand il a gagné le Super Bowl, là, ça a explosé bien raide. Ah, ben oui. D'ailleurs, Vladimir Guerrero Junior, le fils de Vladimir Guerrero, que les fans des Expos ont connu à la belle époque, est un prospect et un espoir des Blue Jays, la seule équipe canadienne maintenant. Très bon. Et il va très bien. Il a un super bon début puis il est très jeune là. Puis donc je sais pas s'il va être là à Montréal, je l'espère, mais c'est le fun que le fils de l'autre, comme on dirait. Vladimir qui a été intronisé au Temple de la Renommée cette année en plus du baseball. Je veux, avant qu'on termine, ça fait déjà 1h07 qu'on parle, les gars, le temps passe vite. Et je vais terminer parce qu'en fait, pendant, je me gardais le bonbon pour la fin, parce que il y a une affaire que j'avais faite pendant qu'on a fait la table ronde au Rendez-vous Québec Cinéma. J'avais préparé un quiz pour Louis. Et moi, j'ai été poli, j'ai fait un quiz difficile, mais respectueux. Mais là, Louis, il y avait le gun chargé. Il y a eu pratiquement, je pense, pratiquement toutes les réponses. Donc là, j'ai dit, je vais en faire un autre. D'ailleurs, tu avais même répondu à une question. Parce que là, c'est un fun fact que tu avais répondu facilement, mais je l'ai dit parce que pour les gens qui sont fans de trivia et de questions, c'était c'était la question à savoir qui était le joueur du Canadien qui avait eu la meilleure saison recrue à vie. Et c'était le Suédois. Michel Dahlin. Qui 32 buts, 39, 71 points. Oui, en 86. Oui, exact. Qui est pas connu de tous les fans parce qu'il était là pas longtemps. Non. Mais bref, donc voici le quiz, Louis. Louis, le sportif de salon le plus fort au monde. Donc ça va avec la première question. Et évidemment, j'ai quand même une certaine thématique canadienne parce que on va dans la spécialité de Louis. Donc la première, quel est le meilleur pointeur du Canadien? En fait, le meilleur pointeur en série de l'histoire des Canadiens. Jean Béliveau, 79 buts, 97 passes, 176 points. Okay. Ça commence raide. Ça commence extrêmement raide. Là, il y a des gens qui ne sont pas réchauffés, tombent en bas de leur lit. Bon matin. C'est exact. C'est bon. Deuxième question.
J'aime les questions un peu plus techniques. À qui appartenait originalement le choix de repêchage utilisé pour repêcher Guy Lafleur? Guy Lafleur, ils ont fait une transaction symbolique avec les Seals d'Oakland. Puis là, ils ont échangé Ernie Hickey puis un autre joueur pour les droits de Guy Lafleur. Exactement. En 1971. C'était François Lacombe et le choix de première ronde des Canadiens. François Lacombe, les Canadiens et Ernie Hickey. Ernie Hickey, bon, François Lacombe a joué après pour les Nordiques de Québec, lui. Ah, tu vois, il en rajoute. Mais cette anecdote-là par rapport à Guy Lafleur est vraiment très drôle parce qu'en fait, Sam Pollock, qui était un génie là, de hockey en tant que directeur général, voulait tout le temps avoir le premier choix, tu sais, parce qu'il était habitué d'avoir le... Puis ça, c'était la première année où le Canadien avait pas... Parce qu'avant, il y avait une règle où le Canadien avait un droit sur les Canadiens français. Oui. Là, c'était la première année, ou en tout cas une des premières années où on l'avait pas. Oui. Puis il a dit c'est inacceptable, qu'on n'ait pas le premier choix. Donc là, il a profité d'une équipe inexpérimentée qui était les Golden Seals, puis des propriétaires qui savaient pas trop comment ça marchait, pour aller chercher le premier choix. Parce qu'il savait que les Golden Seals qui étaient mauvais allaient tomber au bas puis allaient avoir le premier choix. Mais tard dans la saison, je sais pas si tu sais ça, Louis, mais tard dans la saison, ils se battaient avec les Kings comme étant la pire équipe. Puis Sam Pollock avait déjà fait l'échange avec les Seals. Puis lui, il se disait, ah non, ils sont en train de remonter dans le classement. Puis moi, mon choix sera plus le premier. Donc, Sam Pollock a échangé aux Kings de Los Angeles. Je pense que c'était Ralph Backstrom, en tout cas, des bons joueurs, pour que les Kings performent mieux, pour que les Seals restent derniers, puis que son choix reste le premier. Et ça a marché. Le choix est devenu le premier au total, puis même que Sam Pollock hésitait entre Guy Lafleur et un certain Marcel Dionne. Et au final, il a opté pour Guy Lafleur, qui a plus de Coupes Stanley, mais Marcel Dionne pas mauvais non plus. Là. Ben, fini avec beaucoup plus de points que... Très bon, Marcel, mais pas de Coupe Stanley. Pas de Coupe Stanley parce qu'il est malheureusement une moins bonne équipe. Mais il finit que... 1771 points, Marcel. Bon, c'est ça, j'allais pas le dire parce que ouais, c'est ça. Il vient de quel coin, Marcel Dionne? Il a joué pour Drummondville. OK. Il était-tu originaire de ce coin-là? Non, lui, il a joué pour les joueurs dans la Ligue Jean Ontario, il est franco-ontarien? Oui, franco-ontarien, mais c'est ça, il jouait pour les St. Catharines. Ah, ben oui. La Ligue Jean Ontario. Ah oui, la OHL. Troisième question pour Louis. Comment le Canadien a-t-il obtenu Ken Dryden? C'était par une transaction. Il a joué à l'Université Cornell. Ils ont fait un deal, mais bonne statistique. Je pense avec les Bruins de Boston, il y avait une transaction, mais contre qui, là, je me souviens plus. Très décevant, oui, non, c'est une blague. C'est par échange avec les Bruins. T'étais là, qui eux l'ont drafté, je pense que c'était 14e au total, parce qu'à l'époque, il y avait seulement... ça, c'est un choix de 3e ronde à l'époque, parce qu'il y avait seulement quelques... Université Cornell. Ouais, il était à la Cornell, et c'était en 64, après l'avoir repêché. Très vite, ils l'ont échangé aux Canadiens avec Alex Campbell en retour de Guy Allen et Paul Reed. Ce qui est peut-être un des plus gros vols de l'histoire, en termes de transaction. Oui. On a parlé tantôt du forum, puis je savais que cette question-là s'en venait. Tu travaillais ce soir-là. Dernier match au forum. Qui a marqué le dernier but au forum de l'histoire du forum? Oh... Pas facile. C'était contre les Stars de Dallas. C'était contre les Stars de Dallas, en effet. C'est-tu Guy Carbonneau? Guy Carbonneau joue pour les Stars. Non, c'était pas les Stars. Si je te donne un indice. Ah, c'était le joueur du Canadien? Ouais, le Canadien. Attends, c'est-tu Kovalenko? Exactement. Andrei Kovalenko, qui était une des pièces peut-être la moins importante de l'échange de Patrick Roy. Et Andrei Kovalenko, qui étrangement a refait surface récemment dans les médias sociaux, dans une partie d'anciens en Russie, a frappé. Il a donné un coup de poing à un arbitre. Si je peux rajouter une chose. Oui. C'est le dernier soir au Forum, vous l'avez vu, la plus belle cérémonie d'histoire, le tapis rouge, avec tous les anciens. Puis dans ce temps-là, donc le 21, il était pas tous décédés, là, il y avait beaucoup d'anciens. Oui. Quelle belle cérémonie, la plus belle cérémonie. Là, et le flambeau qui se tendait. Avec la musique. Je sais que c'était la Jean Tremblay qui avait fait la scénarisation. Ah oui. Ça, je l'avais enregistré sur VHS. Puis il donnait le flambeau de capitaine en capitaine. Et Guy Carbonneau l'apportait à Pierre Turgeon, qui était le capitaine pour la dernière saison. Et Maurice Richard avait reçu sa fameuse ovation qui a duré, si je ne m'abuse. Quelque chose comme 7-8 minutes. 10, pas loin de 10. Si c'est pas plus, c'est peut-être même plus, mais c'était en tout cas pratiquement interminable. Et pas interminable. Oui. Et pas interminable dans le sens que c'était trop long, dans le sens que Maurice Richard faisait signe aux gens, rassoyez-vous, là, ça devient gênant pour tout le monde. Mais bref, ça donne une idée de son importance. Je crois pour moi l'histoire du Canadien, quand ça a terminé cette cérémonie-là, c'est comme si le Canadien n'existait plus. Je ne veux pas être négatif. Ton cœur est resté au forum, ça c'est clair. Ah ben ça. Ça c'est clair.
Et juste en question Bonnie par rapport à la dernière question, le premier but au Centre Molson. Vincent D'Anfos. Vincent D'Anfos, exact. 5e question. Une question plus récente, peut-être. Non, pas plus récente, parce que c'est dans les mêmes années, mais plus de repêchage. Quel joueur, le Canadien, a-t-il repêché au 8e rang au total en 1995? Terry Ryan. Terry Ryan, ça exactement. Ça a été fort. Il a joué, je pense, 10-12 games. Et je l'ai choisi spécifiquement parce qu'il n'a pas connu la carrière que certains auraient espéré. Lui-même qui, si ça vous intéresse pour les fans, a écrit un livre. Écrit en collaboration avec un auteur, là, j'ose croire, mais qui s'appelle, je pense justement, Confession d'un flop de première ronde. Et Terry Ryan, qui habite dans les Maritimes, qui raconte un peu son périple et pourquoi il n'est pas devenu ce que plusieurs voyaient en lui. Et finalement, une autre question. Quel a été le premier numéro de Maurice Richard et pourquoi l'a-t-il changé? Son premier numéro, je me trompe pas, c'était-tu 14, mais il me semble que c'était 14 ou 16, mais il l'a changé pour 9 parce qu'il y a eu sa première fille qui pesait 9 livres, en l'honneur d'Huguette. Exactement, sa fille Huguette qui faisait 9 livres. On me dit que son premier numéro ici, c'était le 15. OK, si je ne m'abuse. T'étais entre les deux, 14, 16. C'était en fait t'as raison. Si je ne m'abuse. Non, bravo. Et question bonus qui est pas reliée aux Canadiens. Je voulais quand même sortir du cadre. C'est une question extrêmement précise et hasardeuse, un petit peu plus récente. Quelle équipe a déjà acquis les droits du célèbre joueur Marc Messier, mais pour laquelle il n'a jamais joué? Oh là. J'ai dit là, faut aller plus loin, il faut tester l'élastique de Louis. Quelle équipe? Marc Messier, c'est sûr qu'il a joué pour Edmonton, dans la station mondiale. Il a resté avec les Oilers. Quelle équipe? Il a changé d'équipe Vancouver. Il était avec les Canucks. Mais quelle équipe qui a jamais été, mais qui avait été repêchée? En fait, non, c'est une équipe qui a acquis ses droits. OK. Même que c'est en juin 2003, que c'est une équipe qui a acquis ses droits avant le marché des agents libres, mais qui finalement n'a pas réussi à le signer. Et dans le même été, il a re-signé avec les Rangers. Il est retourné à l'équipe, justement, qui venait de l'échanger. Je donne ma langue au chat. Très bonne question. S'il y en a qui la savent, celle-là, elle est très bonne parce que ça a duré seulement quelques temps, le temps qu'il y a les droits. Et c'était les Sharks qui ont obtenu les droits de Marc Messier en juin 2003. Puis finalement, en mois de juillet, quand le marché des agents libres est tombé, il a re-signé avec les Rangers. Et dernière question, parce que je pouvais pas quand même passer à côté d'une question de football, à savoir qui est le corps arrière des Broncos de Denver et ton athlète préféré de tous les temps? Peyton Manning. Sans aucun doute, parce qu'il y avait une question hier avec Gilbert Delorme. Puis lui, il m'a niaisé, il m'a parlé de Brady. C'est parce que Manning, il y a eu 12 athlètes, c'était les questions. Quel athlète a fait le plus beau retour après avoir été blessé? Mais là, j'étais prête pour dire, c'est ça, lui, moi, je savais, mais que lui, c'est que il y a eu 4 opérations au cou et c'était le seul dans l'histoire de la NFL qui a gagné 2 Super Bowls avec 2 équipes différentes. Le seul corps arrière. Corps arrière de l'histoire. Ouais. Qui est quand même assez rare. Écoute, les gars, ça fait déjà un bon temps qu'on parle. Merci d'être passé au podcast. Phil, il faut que les gens qui veulent voir ce documentaire-là puissent le voir. T'en es rendu où là, dans le processus de distribution au moment de l'enregistrement? Inquiète-toi pas parce qu'au moment où de la diffusion, moi je fais des intros, outros, donc je vais pouvoir dire aux gens où aller se procurer ou louer ou acheter le film parce que ça va évoluer là, le processus de distribution. Mais où est-ce que t'en es? Mais là, en ce moment, on a fait la première dans le fond le 26. Après, là, il y a Jean-Charles Lajoie qui va organiser une autre présentation dans le fond avec tous les animateurs parce qu'ils n'ont pas pu être là vu que c'est la journée des échanges. Oui, c'est vrai. Ça a un peu moffé la première à cause de ça. Mais ça, il y a dans le fond une autre présentation avec Jean-Charles. Il y a le festival de Sherbrooke de cinéma qui a sélectionné le film. Fait que c'est au mois d'avril. Je sais pas encore la date. 2018, ça? Ouais. OK. Si c'est passé, c'est pas grave parce qu'il va être disponible en ligne. Ouais, c'est ça. Fait que, là, en ce moment, je suis en train de faire une version plus courte pour, dans le fond, les télévisions, tout ça, là. Ouais. Peut-être passer à RDS ou à RDI, peut-être au courant de l'année ou l'année prochaine, là. Fait que je suis en train de faire une version plus courte, dans le fond, pour la télévision. Fait qu'en ce moment, c'est sûr que vendre des DVD quand ça va passer à la télévision, c'est peut-être plus, t'sais, côté vente, ça paraît moins ou juste bien. qu'il soit disponible en location, comme sur YouTube ou Vimeo. Bref, sachez, chers auditeurs, que je ne vous oublie pas et que je vous tiens au courant des manières de visionner ce documentaire. Je vais tenir sûrement le monde au courant sur Facebook. Tout merci ça. David de ton merci c'est très gentil. T'es un gars de la classe dynamique. C'est Guillaume, c'est pas vrai. Je me suis pas trompé. Bravo, merci d'avoir accueilli. Merci pour ça. Merci d'être passé au podcast, les gars. Et dernière question, on peut pas vous laisser aller sans demander à Louis son opinion. Louis, la Coupe Stanley cette année, ça s'en va qui? Finale de la Coupe Stanley. Finale de la Coupe Stanley, ben écoute, on l'a pas vu la Coupe à Montréal depuis 25 ans. Ouais, mais on va la voir.
Puis ça va être à Montréal. Les Prédateurs de Nashville vont battre le Lightning de Tampa Bay en 6. C'est l'année de Nashville. Ils ont vraiment l'équipe pactée parce que le directeur gérant a gagné un trophée. Il a battu le record de Glenn Sater pour le plus de matchs gagnés en saison régulière. Et c'est la seule équipe qui a 15 choix au repêchage qui a repêché lui-même. David Poile, ça fait 30 ans. David Poile, ouais. Et c'est l'équipe la plus équilibrée. Ils sont allés l'année passée en finale puis ils disent, je trouve, t'apprends dans la défaite. Moi, je dis que c'est l'année de Nashville. Puis Piquet va emmener la coupe à Montréal. Ouais, les enfants Saint-Justin, on est d'ailleurs juste à côté de l'hôpital en ce moment. Ouais, c'est ça. Merci les gars. Ça serait drôle que le podcast passe après la finale de la coupe et que Nashville gagne, ça serait incroyable. Ça aurait l'air du Messi. Les gars, merci de passer au podcast. Bonne journée. Ah, puis Louis, c'est ça, je te dire parce que j'ai dit, Phil, on peut l'écouter, le documentaire, mais Louis, il faut l'écouter tous les jours ou presque à la radio, que ce soit 91.9. N'importe quel poste. C'est TSN 690. Exact. Québec, Shawinigan. Merci aussi à Philippe là, qui a fait un travail exceptionnel. C'est un professionnel. Il y a de la classe, puis c'est vraiment un pro. Là. Moi, c'est un honneur et un privilège d'avoir fait un documentaire avec ce gars-là. Merci à Louis d'avoir embarqué dans le film aussi. Là. On est bien du fun. Merci les gars, bonne journée. Bonne série éliminatoire. Merci. Bye. Bye. C'était Louis de Villemercier. Maintenant, vous allez le reconnaître quand vous allez vous pogner des lignes ouvertes en revenant là, quelque part dans votre char. Vous allez le reconnaître, c'est Louis de Villemercier. C'est lui! Philippe Frenette-Roy. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner en intro son deuxième nom de famille, Frenette-Roy. Justement, comme on en parlait à la fin de la diffusion, eh bien, la date s'en vient. Restez à l'affût. On va vous dire ça sur nos médias sociaux avec plaisir. Je veux que vous voyez ce documentaire-là. Sinon, allez sur notre page Patreon si vous voulez gagner des choses. Patreon.com/DreadSulTape. Vous pourriez être le prochain gagnant. All right. OK, bye-bye. Je m'en vais me coucher. Bye.